Bonjour, bonjour. Je m'appelle Ngone Diop. Je suis la directrice du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la CEA. Merci fort bien d'être là. Nous vous remercions de votre participation. Nous voulons vous informer. D'abord, nous nous excusons de ce retard, indépendant de notre volonté. La réunion va commencer incessamment. Veuillez patienter encore un tout petit peu. Et je voudrais également profiter de l'occasion pour vous dire, demander de continuer à porter votre masque, c'est la règle d'or. Et bien entendu, on va encore faire une autre annonce pour commencer la réunion incessamment. Merci encore une fois fort bien d'être là. Au nom de la CIA, nous vous remercions. À tout de suite.
Excellence. Good morning, Excellencies. Thank you very much for waiting. We were just waiting for the quorum to meet, and now we have a quorum, so we are ready to start. Please just allow us just a couple of minutes so that the chair of the outgoing bureau, Ambassador Obama from Equatorial Guinea, the outgoing chair of the Committee of Experts, can join us virtually. Thank you very much.
Bonjour, Excellence. Good morning again. The chair of the outgoing bureau, Ambassador Obama, he's ready. He's connected online. Ambassador Obama, you may wish to start the meeting. Thank you. Bonjour, bonjour Madame Yuki, chers collègues, j'espère que vous allez m'écouter très bien. Et donc, je demande des excuses, sincèrement, des excuses pour des soucis des derniers temps, dernières minutes. Donc, j'espère que tout le monde est prêt. Pour des soucis des dernières minutes, comme je le disais tantôt, je suis obligé de rentrer à l'hôtel pour pouvoir être avec vous, au moins dans cette session d'ouverture officielle de cette réunion du comité d'experts. Donc, sans trop de temps, plus de temps à perdre, Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous avons l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette 40e réunion du comité d'experts de la conférence des ministres des Finances, africaine des finances, de la planification du développement économique. Avant de prononcer mon allocution d'ouverture, permettez-moi tout d'abord de remercier au nom de tous les membres du bureau sortant, le gouvernement, le peuple de la République du Sénégal, de leur chaleureuse hospitalité, bien connue sous le nom de Teranga. Permettez-moi également d'exprimer notre sincère gratitude à la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, Madame Vera Songwe, pour avoir très bien organisé cette réunion des experts. Mesdames et Messieurs, chers collègues, je pense que ce sont les petits mots d'introduction, mots introductifs. Donc, je vais, en suivant notre programme, je vais rapidement passer au discours d'ouverture. Oui, il semble qu'il y a un peu d'interférence. Je disais que je vais passer rapidement. Si tout est OK, il semble qu'il y a de l'interférence, il y a des petits soucis techniques. Merci beaucoup, je pense que nous pouvons suivre. Madame la secrétaire générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Vera Songwe, son Excellence, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'économie, de plan, de coopération de la République du Sénégal, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue au nom de Bureau à la 40e réunion du comité d'experts de la conférence des ministres africaines des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l'Afrique. Mesdames et messieurs les experts, permettez-moi d'abord de remercier le gouvernement et le peuple sénégalais pour l'accueil de cette réunion, pour l'hospitalité qu'ils nous offrent
et pour les dispositions prises afin de faciliter la tenue de cette importante session du comité d'experts. Permettez-moi également de remercier le secrétariat de la Commission économique pour l'Afrique pour le rôle moteur qu'il a joué dans l'organisation de la réunion, notamment l'appui technique et administratif qu'il a fourni tout au long du processus préparatoire. Il y a eu un peu plus d'un an que nous sommes réunis à Addis Abeba pour examiner les moyens d'action propres à promouvoir une industrialisation et une diversification durable pour le continent africain dans le contexte de la numérisation et de la pandémie de Covid-19. Depuis lors, la CEA a fait des progrès considérables pour aider ses États membres à atteindre les objectifs définis lors de cette réunion. Aujourd'hui, je voudrais souligner quelques 4 points importants des actions principales menées par la Commission à cet égard. 1. S'agissant d'une reprise durable après la pandémie de Covid-19, la CIA a continué d'offrir un cadre de consultation aux hauts fonctionnaires, en particulier au ministre des Finances et de la planification économique, pour qu'ils puissent examiner des questions relatives au financement du développement de l'Afrique et à la gestion de la dette, entre autres sujets. Elle a également continué de plaider en faveur d'accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 pour l'Afrique, notamment en soutenant l'équipe spéciale africaine d'acquisition de vaccins. Dans ce contexte, la Commission a joué un rôle crucial dans l'obtention de 510 millions de doses de vaccins Johnson & Johnson et Moderna et a travaillé avec les principales parties prenantes pour accroître la capacité de fabrication de vaccins sur le continent. La CEA a également accordé une attention particulière aux efforts visant à éviter la insolvabilité qui découle des liquidités causées par la pandémie. Elle a, à cet égard, préconisé l'émission de nouveaux droits de tirage spéciaux et la prolongation d'initiatives de suspension des services de la dette jusqu'en décembre 2021. Ensemble, ces deux mesures ont permis de lever près de 40 milliards de dollars de nouvelles liquidités pour les économies africaines. À note, la CIA a dirigé la création et le lancement de la facilité des liquidités et de durabilité, un mécanisme pouvant aider les pays africains à économiser environ 11 milliards de dollars en coût d'emprunte au cours des 5 prochaines années, tout en favorisant les investissements verts et les investissements liés aux objectifs de développement durable. Deuxième action. Concernant la mise en œuvre de l'agenda, l'accord portant la création de la zone de libre-échange continentale africaine, la Commission a continué d'exhorter les pays à accélérer la mise en œuvre de l'accord portant la création de la zone de libre-échange continentale africaine par des efforts de sensibilisation des plaidoyers qui ont débouché sur la ratification de l'accord par 42 pays en 2011. Pour atténuer l'impact des chocs futurs des chaînes d'approvisionnement mondial, la CEA continue d'apporter son soutien aux États membres dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi des politiques et programmes relatifs aux chaînes de valeur régionales et aux questions liées à la deuxième phase de mise en œuvre de l'accord, qui couvre l'investissement, la politique de concurrence et les droits de propriété intellectuelle. Troisième axe d'action. S'agissant de
promouvoir la révolution numérique de données en Afrique. À la demande de la Commission, une boîte à outils pour la planification intégrée et l'établissement des rapports en ligne a été créée par aider les pays membres à harmoniser leurs plans de développement nationaux avec les programmes de développement dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine d'Afrique que nous voulons, ainsi que rendre compte des progrès réalisés par les plans de développement nationaux dans la mise en œuvre de ces deux agendas. La Commission a souligné l'importance qu'il s'attache au renforcement des capacités statistiques des États membres. À cet égard, les directives ont été élaborées pour la mise en œuvre en Afrique du cadre statistico spécial mondial. Un appui a été apporté à des États membres en matière de recensement électronique. En outre, la Commission a joué un rôle déterminant dans l'établissement et le lancement des portails des données de l'ONU pour le développement en Afrique, qui sert de répertoire unique, rassemblement des données et des preuves de grande qualité sur les objectifs de développement durable de tous les pays africains. Quatrième axe des actions sur les questions relatives au développement durable. La CIA, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et d'autres entités du système des Nations Unies et le gouvernement hôte, a organisé les 7e et les 8e sessions d'un forum régional africain pour le développement durable, qui se sont toutes respectivement tenues à Brazzaville en mars 2021 et à Kigali en mars 2022. Les deux sessions de forum ont permis aux États membres d'adopter des mesures visant à favoriser une reprise durable après la pandémie de Covid-19 et à accélérer la mise en œuvre du programme d'agenda Nations Unies 2030 et l'agenda Union africaine 2063. En septembre 2021, la Commission a convoqué la nouvelle conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique afin de préparer la position commune africaine en vue de la 26e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Chers collègues, mesdames et messieurs, malgré ces réalisations, l'Afrique est toujours confrontée à des défis. Il reste encore beaucoup à faire pour répondre aux besoins de développement du continent, notamment pour mobiliser les ressources financières nécessaires au relèvement de la pandémie et à la mise en œuvre accélérée des objectifs de développement durable. Cette situation qui justifie les choix pour le thème de la présente réunion, financement de la relance de l'Afrique, trouver des solutions innovantes. Le redressement du continent après la pandémie et les effets ultérieurs de la crise en Ukraine est entravé par un défi croissant du financement du développement. Le continent a besoin d'environ 154 milliards de dollars par an pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable. Et il lui faudra environ 295 milliards de dollars pour répondre à la pandémie de Covid-19 jusqu'en 2025. Les défis de financement croissants proviennent de diverses sources, notamment des difficultés à mobiliser des ressources à l'intérieur, à l'extérieur des pays. Les gouvernements nationaux ont des assiettes fiscales réduites, ne disposent que de marges de manœuvre étroites en raison de la pandémie, tandis que les marchés financiers sont inefficaces et illiquides. Sur le plan extérieur, le gouvernement africain paye des primes de financement élevées. Ils ont accès au financement climatique et doivent faire face à une augmentation des services de la dette en raison de la dépréciation des taux de change.
alors que nous entamons nos délibérations, je vous invite à proposer des possibilités d'action concrètes et pratiques pour relever les défis sous-mentionnés. Au plan interne, nous devons renforcer nos capacités de mobilisation des ressources nationales, promouvoir la création de la valeur et lutter contre le flux financier illicite. Sur le plan extérieur, nous devons plaider en faveur de prêts plus concessionnels et d'une architecture financière mondiale réformée qui répondent aux besoins des pays à revenus faibles et intermédiaires. Nous devons également promouvoir le financement mixte afin d'exercer un effet de levier sur le financement du secteur privé en mettant en profit des initiatives telles que la facilité de liquidité et de durabilité. Pour conclure mes remarques, mesdames et messieurs, chers collègues, je voudrais remercier une fois de plus mes collègues des bureaux sortants, mes collègues des bureaux en entrante, le secrétariat de la CAC pour le soutien sans faille qu'ils nous ont apporté dans notre mandat de président de bureau. Je vous remercie. Donc, en suivant avec des allocutions, nous allons donner la parole, nous allons la suite donner la parole à Madame d'inviter Madame secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, Madame Vera Songwe, à prononcer son allocution. Je pense que ça sera aussi par vidéo, par conférence. Madame Vera Songwe, secrétaire exécutive adjoint de l'ONU, secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, vous avez la parole. J'invite à Madame la secrétaire exécutive de la Commission, Madame Vera Songwe, à prononcer son allocution virtuellement. Est-ce que le service technique peut vérifier la disponibilité, Madame la secrétaire exécutive? Monsieur le Président, Oui. Permettez-moi, Madame la secrétaire exécutive, Madame Songwe, elle n'est pas connectée en raison technique. Vous pouvez peut-être passer au représentant de Sénégal. En attendant que Madame Songwe se connecte. Merci beaucoup pour cette information et pour effectivement pouvoir avancer avec notre agenda. Je vais donner la parole. J'invite maintenant son excellence M. Alun Diaye, secrétaire général du ministère de l'économie, du plan de la coopération internationale de la République du Sénégal, à prononcer son allocution. Son excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Comité des experts du bureau sortant. Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Madame la secrétaire exécutive adjointe, chère Hanan, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité à Dakar, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et intergouvernementales, Mesdames et Messieurs les experts des États membres de la CIA, honorables invités, chers participants. C'est avec un réel plaisir que je préside ce matin au nom des autorités sénégalaises, en particulier
le ministre des Finances et du Budget et le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, la cérémonie d'ouverture de la réunion du comité d'experts, préparatoire de la 54e session de la conférence des ministres africains des Finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Permettez-moi, avant tout propos, d'exprimer la profonde gratitude des autorités sénégalaises à l'égard de la Commission économique pour l'Afrique d'avoir porté le choix sur notre pays, le Sénégal, afin d'abriter cette rencontre de très haut niveau. Je voudrais aussi saluer et remercier tous les pays et organisations qui ont répondu à l'invitation de la CIA et du gouvernement du Sénégal. Votre présence massive témoigne de notre ambition commune de poursuivre ensemble nos objectifs de développement économique et social durable. À toutes et à tous, je souhaite la cordiale bienvenue au Sénégal, pays de la Teranga. Mesdames et messieurs, chers invités, comme vous le savez, le monde vit depuis 3 ans maintenant une crise sanitaire et économique sans précédent qui a fini de bouleverser l'ensemble des économies des pays du monde. Notre continent a été plus que nulle part ailleurs affecté par la pandémie de Covid-19, ce qui appelle de notre part des réponses coordonnées et concertées afin de relever ensemble les multiples défis de bâtir des systèmes éducatifs et sanitaires plus performants, plus résilients, construire des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires de qualité, lutter contre les effets du changement climatique sur nos populations et sur nos économies. Dans ce contexte, l'urgence est de trouver les ressources nécessaires en vue de financer les grandes priorités identifiées dans l'agenda 2063 et réaliser le programme de développement durable à l'horizon 2030. En effet, la pandémie a considérablement accru les besoins de financement estimés à plus de 154 milliards de dollars par an, pendant que les ressources intérieures de nos États ont connu un resserrement. C'est pour cette raison que la problématique du financement de la relance des économies africaines occupe actuellement la première place du débat international sur le financement du développement. C'est justement dans l'esprit d'apporter une contribution aux réponses pertinentes à cette lancinante question que s'inscrit le thème de l'édition 2022 de cette conférence ministérielle, à savoir financer la relance de l'économie de l'Afrique innovée. Le choix de ce thème nous invite à compter d'abord sur nos propres moyens. Plus qu'une invitation, il nous impose d'accroître la mobilisation des ressources intérieures, notamment en renforçant la capacité des administrations fiscales et douanières à collecter plus de ressources. En limitant au strict minimum les dépenses fiscales et en les réorientant vers les programmes à fort impact. En luttant contre les flux financiers illicites qui font perdre au continent chaque année plus de 83 milliards de dollars. Nous devons aussi être plus innovants dans la mobilisation de l'épargne du public, y compris la diaspora, à travers de nouveaux instruments. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que notre pays est en train d'expérimenter de nouveaux mécanismes, notamment le Fonds commun de placement à risque et le programme de préparation des projets. Nous ne devons pas également perdre de vue les opportunités offertes par d'autres mécanismes de mobilisation de l'investissement privé, tels que les partenariats publics-privés, la monétisation des crédits carbone et les fonds climat. Les orientations que je viens de partager
ne pourront produire leurs effets sans la mise en œuvre véritable de réformes hardies dans des secteurs clés pour asseoir un environnement des affaires plus attractif. Le Sénégal, sous le leadership de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et président de l'Union africaine, vient de se doter d'un cadre juridique flexible, sécurisant pour les investisseurs et favorisant la réalisation rapide de projets en partenariat public-privé de qualité. Il est nécessaire également que nos pays aient un meilleur accès aux sources extérieures de financement du développement. À cet effet, je pense qu'il est primordial que les règles et procédures souvent rigides qui entravent l'accès des pays africains à des prêts consistants et de longue maturité soient révisées dans ce contexte de crise multiple. Les pays africains pâtissent aussi d'une perception du risque d'investissement plus élevé que le risque réel, contribuant ainsi à renchérir les primes d'assurance de crédit, ce qui pénalise la compétitivité de nos économies et la mobilisation des capitaux privés. Mesdames et messieurs, dans le contexte difficile de la crise sanitaire, l'Afrique a pu compter sur la solidarité internationale à travers la mise en œuvre de plusieurs actions, notamment l'initiative de suspension du service de la dette, le lancement de l'Alliance pour l'entrepreneuriat en Afrique et l'émission de nouveaux droits de tirage spéciaux par le Fonds monétaire international. Dans ce dernier cas, le continent a bénéficié de 33 milliards de dollars de DTS sur une émission globale de 650 milliards de dollars, soit seulement 5%. Ce qui est très insuffisant face à l'ampleur des défis auxquels nos pays sont confrontés. Il nous faut donc poursuivre le plaidoyer pour la réallocation d'au moins 20% des DTS des pays riches au profit de nos États. Mesdames et messieurs, je demeure convaincu qu'au regard de la qualité des experts ici présents, votre réunion offre le cadre idéal pour explorer et échanger sur les approches novatrices pertinentes pour augmenter les ressources pour le financement du développement du continent. Nul doute que vos débats seront fructueux et déboucheront sur des résultats aux implications importantes, et j'ose espérer que ces résultats permettront à nos ministres et aux gouverneurs de nos banques centrales de pouvoir prendre à Dakar des décisions pertinentes dans le sens de la mobilisation de plus de ressources pour le programme de développement du continent et l'agenda des objectifs de développement durable. Je ne saurais terminer mon propos sans saluer le leadership de la CIA et de sa secrétaire exécutif sur tous ces sujets de financement innovant de la relance des économies africaines. Le rôle de la CIA a été décisif dans le plaidoyer, la mutualisation de la réflexion et l'harmonisation des propositions des autorités africaines. Je remercie aussi les membres du comité de pilotage des commissions techniques et l'équipe de la CIA pour les efforts qui ont été déployés, lesquels efforts ont permis de démarrer les travaux de la 54e session de la conférence ministérielle dans d'excellentes conditions. Et j'invite toutes ces équipes-là à maintenir le même niveau d'engagement pour faire de cette conférence un succès. Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Aliou Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'économie, du plan de la coopération internationale de la République du Sénégal. Merci, je vous remercie de ces observations perspicaces. Je pense que les experts l'ont pris bonne note de ces observations qui vont nous aider à enrichir les débats au cours de ces sessions de la réunion des experts. Avant d'essayer de rejoindre encore Madame la secrétaire exécutive, Madame Balassongwe, je voudrais rappeler à tous les participants dans la salle que les interprétations sont disponibles. Il faut que tous utilisent. Il y a l'anglais, il y a le français, il y a l'arabe.
et pouvoir profiter de ce service qui est disponible dans la salle. Je vous remercie. Nous allons une fois de plus essayer de rejoindre, d'inviter à présent le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Madame Vera Songwe, à prononcer son discours d'ouverture virtuellement. Est-ce que Madame Vera Songwe est disponible pour pouvoir intervenir? Il me signale qu'il y a toujours des difficultés techniques avec notre secrétaire exécutif de la commission. Oui, si les difficultés persistent, nous allons donc inviter à Madame Morsi, secrétaire exécutif adjoint de la commission chargée du programme. Madame Morsi, est-ce que vous pouvez donner un nom au nom du secrétaire? Oh oui. Donc, je vois que ma sœur, Madame la secrétaire exécutive de la Commission pour l'Afrique, est déjà disponible. Donc, sans perdre trop de temps encore, je vais passer la parole. Je peux inviter Madame la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, Madame Vera Songwe, pour nous son allocution virtuellement. Madame, vous avez la parole. On n'avait pas de son. Je vous remercie beaucoup. Je suis désolée. Je pense que je vais juste à intervenir très brièvement pour vous dire bonjour et pour vous dire que je suis là. Mais étant donné que notre connexion est très instable, je passerai la parole peut-être après 2-3 minutes à la secrétaire adjointe, à l'ex-secrétaire exécutif adjoint pour continuer l'intervention. Donc, je lui demande de se préparer un peu au cas où nous avons un problème de connexion. D'abord, je commence par vous remercier, Monsieur le Président de la séance, et évidemment à remercier le Sénégal et tous les membres du gouvernement du Sénégal pour avoir accepté cette réunion au Sénégal et pour toute leur générosité et leur bienveillance à s'assurer que nos délibérations aujourd'hui puissent bien commencer. Je remercie évidemment le ministre de Finances, le ministre du Plan et le ministre de Développement et de l'Économie pour toutes les dispositions qu'ils ont prises pour l'équipe qui est sur place à Dakar maintenant, et nous espérons que la semaine que nous aurons avec vous sera une semaine pleine de réussite. Pour tous les intervenants qui sont venus, c'est vrai que ça fait un moment que nous sommes en train de sortir du Covid, mais nous sommes toujours dans un contexte Covid et les réunions sont toujours un peu hybrides et un peu difficiles à organiser. Donc, j'aimerais vous remercier pour d'être venu, mais aussi de vous demander, si vous permettez, peut-être de prendre toutes les dispositions qui sont importantes pour nous assurer que nous avons des délibérations qui sont peut-être sans trop d'interaction et de communication et de contagion, disons. Donc, je crois que nous avons essayé de prendre toutes les dispositions pour nous assurer que toutes les mesures sont mises en place pour avoir toutes les PPI à vos dispositions. Donc, sur ces deux remarques, je veux aussi, peut-être je passerai en anglais rapidement. The theme of this year's Conference of Ministers is Financing Africa's Recovery, Breaking New Ground. It provides the context for us to deliberate on an important topical issue of concern for all our member countries and helps us to examine the challenges and opportunities associated with improving the quality and scale of African development financing to support the long-term recovery from the COVID-19 pandemic, as well as to enhance our resilience to external shocks. Distinguished ladies and gentlemen, experts, reflecting on ECA's achievements in the past year, despite all the difficulties, I think we can safely say that the Commission has been busy supporting and working in coordination and collaboration with African Ministries of Finance, Planning and Economic Development, as well as central bank governors to see how we can get out of the crisis. The theme of last year was Africa's sustainable industrialization and diversification in the digital era in the context of COVID-19. In that context, 9 resolutions related to what the ECA was supposed to do were passed. I will break them down into 4 segments to give you an update on what we have done. There was a particular focus on how to foster investment, as well as the integration of supply chains, which is undoubtedly linked to the theme of this year's conference. You will see when my colleagues present all the work that has been done in this area. But we are particularly proud of the work we've done with our national competitiveness strategies,
across many countries. I hope you will all look at what we've done for your countries and take that to heart and see how we can continue to work with you as we go forward. We have also, as part of the work that we're doing, developed an evidence-based advocacy tool called the Continental Free Trade Area Country Business Index, ACBI for short. This is a key instrument that would look at how well we are doing across countries to improve trade and ensure that financing moves across borders. Continuing with the need for mobilizing finance, the Commission was also tasked to maintain a convening platform for African policymakers and other relevant stakeholders, as well as advocating for the issuance of additional resources to help us stave the crisis, but also for investments in the CFTA. The ECA was requested to assist in strengthening member states' statistical capacity and to ensure that key targets and indicators of the 2030 agenda and the 2063 agenda were incorporated into our national development plans. Following the resolution that ECA has created a web-based integrated planning and reporting toolkit to assist member states in harmonizing continental development agendas. I hope that the IPRT tool, which we have created, will also be in evidence during this week as we have discussions among the experts, so that you can see and hopefully help us improve on the tool, but also get your countries to adopt that tool. Third, and possibly the most important grouping of resolutions, relates to taking care of our fellow Africans. The Council highlighted that the Economic Commission for Africa should continue to advocate for an equitable distribution and access to COVID-19 vaccines. The ECA has helped to secure vaccine doses and has been assisting member states in the process to purchase COVID-19 vaccines. Yes, we have done that, but we see that many countries are not taking the vaccines. On average, we have less than 12% of our population, of the vaccinated population today. We do need to do more, we do need to do better. Many of our countries have vaccines in countries, but are not being used, and we need to continue to advocate for increased vaccinations. I think, as we all see, COVID is coming back again in South Africa. I think it's rearing its heads again in the developed world. It's coming up. So there is still a need, a continuous and important need for us to continue to vaccinate where we can and when we can. We are working on these issues with, of course, the IMF, the World Bank, and particularly important, the Afro-Exim Bank, that was able to put $2.2 billion forward of its own capital to allow Africa to purchase the first batch of vaccines. Last, as we seek to deliver on the resolutions, we were also tasked to look internally at resource mobilization, tracking and progress, and consolidating our programs. Various partners have joined the ECA to expand its resource base. We continue to look for additional resources, of course, as we work on new themes and scale up work in other areas, in particular climate change and digitization. There were successes in the past year which we realized amidst dire constraints due to COVID-19 and the pandemic, and of course the recent Ukraine conflict has put us back to square one. We hope, as we look forward, yes, we are going to have to talk about new crises, but we were really hoping that this meetings will be talking about how we get Africa back to growth, how we get Africa back to a recovery and a reset. And we hope that this consistent crises do not deter us from the long-term part of getting to Agenda 2030 and Agenda 2063. So we hope that during these 5 days of deliberation, while we talk about the crisis and while we wonder about how we raise resources and ensure that people are safe, how we protect lives and livelihoods in the short term, we should also be looking towards designing policies for the long term that will ensure that the implementation of the AFCFTA is on track to getting us to 2030. The United Nations Secretary General has just launched what he calls our common agenda, which is a new social contract between peoples and their citizens and governments, civil society, the youth, women, and indigenous peoples, to essentially ensure that we all come once again around Agenda 2030 to ensure that we actually get there together. We know that the social contract is broken in many areas. The social contract between our political elite and the citizens, between the students, between job owners and job providers. We know that the private sector and the public sector are constantly in strife. All this has to come back together in a way that works for development. We see, breaks in global supply chains. We see monopoly competition coming back again with the Ukraine crisis. We need to ensure that those contracts, the social contract which the developing world has with the WTO, the social contract which the developing world has with the IFIs, comes back together so we can get the resources we need in time, so that we can ensure that
There are no export bans. You are in Senegal. I think you're suffering a lot from the fact that we have export bans from Indonesia, which are making it difficult for you to have access to palm oil. Cooking oil prices must have gone up. Bread prices must have gone up because wheat is scarce. We are hoping that we can come back together in a world that is more peaceful, in a world that creates a system that allows for those that do not have enough to be able to accede to prosperity. This is the wish and the hope that we hope we can have these conversations during this next few weeks to talk about. On the macroeconomic front, you're going to have a lot of presentations on what is not going well on the continent, how our budgets have shrunk, how public debt is increasing, how we have gone from 4 countries in debt distress to 21 countries in debt distress, how overall deficits have increased, and of course, how our currencies are depreciating as the United States is trying and struggling to combat inflation. The external impacts of these macroeconomic decisions that are being taken and which are affecting our continent essentially spell 2 things. One is good, which is that it shows that Africa is more linked today to the international financial systems than it used to be in the past. The second, of course, is that Africa cannot take decisions to protect its financial space and its capital market space as well as the developed world, and so Africa suffers twice as much when decisions that are unfair to us are taken. We must balance these 2 tensions, the tension of being more integrated into the global financial markets with the tension of having the effects of decisions they are affecting us negatively. We can do that. We can do that in a new global financial architecture that allows for Africa to be at the table when these decisions are made. We can do that by strengthening our own public sector institutions, our own central banks, our own capital markets, to ensure that we can buffer ourselves, use more local currencies, design our projects well, and be more effective. We can do that as well with better governance systems that work for all in a way that is effective. I think as we go forward and we look at the gains that we have made in the past over the last decade and the gains that have been taken away because of the Ukraine crisis, we need to begin to rethink what new growth, what kind of growth for Africa. This growth must be green, this growth must be sustainable, and this growth must be inclusive. Commodity prices and Africa's growth linked intrinsically to commodity prices cannot be the way of the future. It has to be a way that is different. It has to be one that creates more jobs. I think in Senegal itself, you need to create almost 250,000 jobs a year. You only create 3,000 jobs from your latest analysis of 30,000 jobs. We need to find new ways of doing better and improving it. The state cannot continuously fund new job creation. Digitization has to be a way out. Industrialization has to be a way out. The service sector is going to have to be a way out. We need to look at that collectively and globally and see how well we can do that and how much better as Africa coming together we can do it. We can feed ourselves. We don't need to be in a food crisis again. We don't need to continuously fall into food crises. Maybe we can take this new crisis as an opportunity to do as Ethiopia has done, increase its grain production by 40% because it has improved on its agricultural practices, using better fertilizer, using more irrigation, but most importantly for women, providing land rights, because as we know, when women own the land, women invest better, women invest faster, and the returns are higher. So we must work on these few issues, and hopefully we have these conversations during this week to see how we and our member states can improve on these issues so that the AFCFTA, as we talk about it, is really the recovery strategy for Africa. Our agreement, the AFCFTA, it is our collective agreement. It's expected to eliminate 90% of tariffs on goods, to progressively liberalize trade and services, and to create a single African market of more than 1 billion consumers with total gross domestic product of more than 3 trillion. Moreover, with the protocol on trade and services in the agreement establishing the African Continental Free Trade Area, we are presented with a unique opportunity to liberalize and integrate services, a sector that has substantially contributed to the continent's growth. As a matter of fact, over 50% of the continent's growth today is in the service sector. We continue to work. We hope that as we have these discussions, we can continue to work with your member states to learn from each other, different ways of raising capital, mobilizing fiscal resources so that Africa breaks its dependence on solely donor contributed aid and begins to do better resource mobilization. These are the things that we must do better.
closing the financing gap in Africa will require that we look inside first, that we improve inefficient tax administrations, that we ensure that we don't have unproductive tax incentives, close leakages in revenue, and particularly fight illicit financial flows. Underdeveloped capital markets must become more developed, more fluid, and we must do that as a continent rather than individually as countries, because it would not be optimal. We must improve, of course, on better access to energy. Energy remains the linchpin for our all development on the continent until we do more to increase energy access, and not just household energy access, but industrial energy access. We will not do better. We must continue to fight for gas as a transition energy as we work towards COP. We must ask for losses and damages in the COP conversations. I'm sure that we will have many more conversations about what needs to be done. And finally, in conclusion, we hope that we can use this meeting to be able to put together a series of asks by African finance ministers, which we can take to the international community, the G7 and the G20, to ensure that we can have conversations that are meaningful, the conversations that are rewarding, and end up improving the lives of our young men and women and lead to prosperity on the continent. Once again, thank you very much for your attention, and we hope that these deliberations will be fruitful, not just for you, but for us as well, as we look to you to give us new ideas and new suggestions about how we can do better, how we can do more to support the continent in its strive for a more prosperous continent, and certainly a more prosperous and connected and peaceful world. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup, Madame Vera Songwe, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, pour ces réflexions très pertinentes que j'imagine vont enregistrer le débat, les délibérations de cette réunion de comité d'experts. Merci beaucoup. Avant de poursuivre avec le deuxième point de notre session, je voudrais donner la parole au secrétariat pour quelques annonces très rapides. Madame Yuki, vous voulez indiquer quelque chose au niveau de la salle? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Excellences, les délégués distingués, je voulais juste annoncer, comme il a été dit par le Président tout à l'heure, vous avez tous sur votre table le casque à écouteurs avec la traduction en 3 langues. Donc, dear distinguished delegates, as announced by the chair earlier, you all have this headset in front of you, which would allow you to listen to the discussions in 3 languages. Number 1, Channel 1, English, Channel 2, French, Channel 3, Arabic. Le chaîne numéro 1, c'est en anglais, numéro 2, c'est français, et numéro 3, en langue arabe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame Yuki. J'espère que les experts sont bien placés dans la salle pour se préparer pour cette première journée de nos travaux. Et nous allons à présent passer au deuxième point de notre session. Il s'agit de l'élection du bureau et adoption de l'ordre du jour du programme de travail. Il faut rappeler que ce comité d'experts doit maintenant constituer un nouveau bureau. Un nouveau bureau qui doit être composé d'un président, de 3 vice-présidents et d'un rapporteur. En tant que président sortante, j'ai organisé une série de consultations à Addis Abeba entre les membres du bureau sortant, chacun d'entre eux ayant à son tour organisé des consultations au sein de l'un des 5 groupes sous-régionaux qu'il représente. Le bureau sortant a pris en considération, il faut le bien préciser, les traditions de la conférence des ministres de la CA, en s'assurant aussi une représentation égale de tous les 5 groupes régionaux au sein de notre bureau, et une rotation qui doit être aussi garantie. Pour votre information, la composition du bureau au cours des 20 dernières années de session se trouve dans l'ordre du jour provisoire noté, donc pour bien avoir l'information précise par rapport à ce processus. Et sur cette base,
j'ai l'honneur de vous présenter, au nom du bureau sortant, la proposition de la constitution de nouveaux bureaux à la base de la nomination transmise par 5 groupes sous-régionaux à la suite de consultations. Président, Sénégal, qui appartient du groupe sous-régionaux de l'Afrique de l'Ouest. Le même vice-président, Madagascar, le groupe sous-régional de l'Afrique de l'Est. Deuxième vice-président, Zimbabwe, le groupe sous-régional d'Afrique australe. Rapporteur, Guinée équatoriale, le groupe sous-régional d'Afrique centrale. En ce qui concerne le troisième vice-président, qui devrait être assumé par un pays du groupe d'Afrique sous-régionale du Nord, et je pense que les consultations sont en cours. Nous attendons pouvoir effectivement recevoir le résultat de ces consultations de manière immédiate, donc dans le manière opportune. S'il n'y a pas d'opposition, je peux déclarer les nouveaux membres du bureau élu comme proposé en lisant les postes des troisième vice-présidents à promouvoir par le pays du groupe régional du Nord. Si je pense qu'il n'y a pas d'obsession, je pourrais effectivement donc assurer que le bureau a été élu comme proposé. Je donne le marteau. Donc, merci beaucoup. Le nouveau bureau est composé. J'ai maintenant l'honneur d'inviter M. Mohamed Bamba Diop, directeur général de la Direction générale de la planification des politiques économiques du ministère de l'économie, de la planification de la coopération du Sénégal, à s'asseoir au podium, pour la tribune, en sa qualité de président de la 40e session du groupe des experts. Monsieur Bamba Diop, est-ce que vous pouvez monter au podium, s'il vous plaît? Mais auparavant, je voudrais saisir cette occasion pour exprimer la gratitude de tous les membres du bureau sortant à l'ensemble des acteurs, des parties prenantes qui ont contribué à la réussite de nos mandats. Monsieur le directeur général, je vous invite à prendre la place à la tribune après la réunion. Je vous souhaite pleinement de succès en tant que nouveau président du comité d'experts. Merci beaucoup, monsieur Bamba, monsieur Bamba Diop. Une fois de plus, félicitations. Je pense que nous avons le bureau sortant doit effectivement fermer sa partie. Nous avons vécu la première partie de cette session qui était de l'allocution d'ouverture et la composition du bureau. À présent, nous avons donné la parole à monsieur le directeur général, président du comité d'experts, à prendre sa place et à présider la session des comités d'experts. Vous avez la parole, monsieur le directeur général. Merci beaucoup, monsieur le président sortant. Honorable délégué, c'est un plaisir pour moi de présider la suite de la présente réunion. Le premier point de l'ordre du jour, après élection du président, est l'adoption de l'ordre du jour et du programme de travail. L'ordre du jour provisoire et le projet de programme de travail ont été établis par la commission, par le secrétariat exécutif en consultation avec le bureau sortant et communiqués à tous les États membres. Y a-t-il des objections à l'adoption de l'ordre du jour et du programme de travail proposé?
n'en vois aucune. Je déclare donc que l'ordre du jour ainsi que le programme de travail ont été adoptés. Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, j'aimerais proposer, comme cela a été fait les années précédentes, la création d'un comité de rédaction afin d'améliorer l'efficacité du travail. Le comité de rédaction examinera et approuvera le projet de rapport du comité des experts avant son examen en vue de son adoption en séance plénière le vendredi prochain. Le comité de rédaction examinera également le projet de déclaration ministérielle et les projets de résolution qui seront adoptés par la conférence des ministres en réunion plénière le mardi prochain. Le secrétariat travaillera avec le comité de rédaction et lui soumettra les projets qu'elle a préparés. Et le comité de rédaction sera également composé de 10 membres en raison de 2 pour chacun des 5 groupes sous-régionaux. Normalement, un membre du bureau sortant et un autre du nouveau bureau pour chaque sous-région. À moins qu'un groupe sous-régional ne décide de nommer un autre membre à la place. Je crois comprendre que le bureau sortant a tenu des consultations à Addis Abeba et ses membres ont à leur tour organisé des consultations au sein de leurs groupes sous-régionaux respectifs. J'aimerais à présent inviter le président du bureau sortant, son Excellence, M. Chrysanthos Obama Ondo, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale en Éthiopie et représentant permanent de la République de Guinée équatoriale auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, à nous présenter les nominations pour la composition du comité de rédaction. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Une fois de plus, félicitations et surtout apprécier la manière donc efficace. Vous commencez à présider les travaux de ce comité d'experts. Félicitations, vive félicitations de la part du président sortant. Et donc, par rapport au comité ad hoc de rédaction, comme vous avez bien précisé, pour l'Afrique du Nord, nous avons le Maroc. Et nous attendons des consultations pour nous indiquer le nouveau membre du bureau pour l'Afrique du Nord. Vous l'avez bien signalé, il faut avoir 2 membres dans le comité d'action, 2 membres par sous-région. Nous avons pour l'Afrique du Nord le Maroc. Et nous attendons que des consultations poursuivent pour nous indiquer le deuxième nom. Pour l'Afrique de l'Ouest, il s'agit de Sierra Leone et le Sénégal. Pour l'Afrique de l'Est, il s'agit de Madagascar. Un autre pays qui pourrait être nommé par le groupe sous-régional de l'Afrique de l'Est. Nous attendons aussi des consultations pour que cette sous-région puisse aussi nous donner le deuxième pays pour compléter les quorums pour cette sous-région. Afrique centrale, il s'agit de Guinée équatoriale et le Cameroun. Je pense que le secrétariat a eu des noms des 2 représentants de Guinée équatoriale et de Cameroun qui vont siéger le comité ad hoc de rédaction. Et pour l'Afrique australe, nous avons la Zambie et le Zimbabwe. S'il n'y a pas d'objection, Monsieur le Président du comité d'experts, le comité de rédaction est ainsi créé avec les membres ainsi nommés. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Excellence. Comme il n'y a pas d'objection, je pense que le comité de rédaction, comme vous l'avez relevé, est ainsi créé avec les membres nommés. Je demande d'applaudir.
Merci beaucoup. Nous allons à présent passer au point suivant de notre ordre du jour. Avant d'écouter les présentations du secrétariat, j'aimerais préciser un certain nombre de règles d'organisation que nous devons observer pour assurer le bon fonctionnement ainsi que le bon déroulement de nos travaux et le respect des délais impartis. Car nous avons un ordre du jour très chargé sur les 3 prochains jours et le temps alloué à ce point de l'ordre du jour est pour chaque point inscrit à l'ordre du jour est d'une heure et 15 minutes, si possible. Et les présentations du secrétariat ne dépasseront pas 10 à 15 minutes. Et je donnerai d'abord la parole aux représentants des États membres qui sont présents dans la salle, puis à ceux qui participent en ligne, avant de donner la parole aux observateurs. Cela étant dit, j'invite à présent M. Adam El Kheraïka, directeur de la division de la macroéconomie et de la gouvernance du secrétariat de la Commission économique pour l'Afrique, à faire une présentation sur l'évolution récente de la situation économique et sociale en Afrique. Monsieur El Kheraïka, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chair. Good morning, ladies and gentlemen. My pleasure to be here. I'm going to give you some brief messages on the overview of economic and social conditions in Africa. We have published a full report on the website of the conference, so I'm going to be very, very brief. To start with, well, I think, Mr. Chair, this slide there is, I don't know if we can switch it off or do something about it. Anyway. Africa's growth prospects have been affected by COVID-19. As you all know, Africa grew by minus 3.2% in 2020. But Africa is recovering despite the headwinds, including the war in Ukraine. And the pandemic, as we will see, affected not just Africa's growth, but affected poverty situation and macroeconomic performance almost all over Africa. And recently, the macroeconomic situation in Africa has been affected also negatively by the war in Ukraine. I will mention some of the issues we have faced due to this war. External shocks continue to influence growth in Africa, and we repeat the same message we have been making, that African countries need to diversify their economies, need to trade more among themselves, i.e. implement the Continental Free Trade Area in order to build resilience to external shocks. So looking at growth figures, we see this dip in 2020. The economy of Africa contracted by about 3.2% in 2020. But Africa recovered slightly with growth rate of 5.5% in 2021. And growth is expected to also be positive in 2022 of about 4%. And
Africa is expected to continue to recover. However, the war in Ukraine, as you can see on the right-hand side, the figure on the right-hand side, led to an increase in commodity prices. Prices of food, fuel, energy increased significantly in 2022 because of the war in Ukraine. And this is affecting many African countries negatively, although some commodity exporters, especially countries that export oil, are expected to benefit from this hike in commodity prices. Now, looking at, well, let me just go back to the context. The global economy is also recovering steadily in 2022, 2021 from the dip in growth, in global growth we witnessed in 2020. The Ukraine crisis may lead to a 0.4 percentage point drop in growth in Africa in 2022, but the assessment is continuing. We do not have final results on how the war in Ukraine is going to affect the global economy and Africa in particular. Growth by sub-region varied considerably. North Africa led Africa's recovery with more than 6% growth rate recorded in 2021. Southern Africa continues to be the lowest growing country, sub-region in Africa. There are diverse growth factors across countries, across sub-regions, but these include, of course, domestic demand and commodity prices, tourism, and trade in general. Fiscal space in Africa remains constrained. We have seen a reduction in government revenue as a percentage of GDP in 2020 and 2021, and a widening in public deficit from minus 2.2 in 2019 to over 4% in 2020, and about the same percentage in 2021. So the fiscal space is narrowing with total public revenue declining from about 23% of GDP in 2019 to about 22% in 2021. We have also seen an increase in external deficit in most African countries, and inflation increase, especially in countries like Sudan, where inflation was over 250%. But overall, North Africa had lower inflation rate of about 7%. The rest of Africa, about 12.2%, and Africa's average was about 9%. There are concerns that inflation might continue to pick up because of increasing commodity prices and because of the fact that Africa continues to import many food commodities from outside the continent. As I said before, and we continue to advocate this, intra-Africa trade, and my colleague Stephen Karinge is going to talk more about this. Intra-Africa trade provides a lot of opportunities for us to build resilience and to resilience against external shocks.
and to continue to transform our economies because the quality of inter-Africa trade is far better than our trade with the rest of the world. So inter-Africa trade is dominated by manufactured goods and services. So like we continue to repeat this continuously. Countries like Kenya, others can manufacture goods that they can sell in the region, but they might not be able to compete globally. According to ECA calculations, inter-Africa trade is expected to contribute significantly to our GDP growth by about 100 billions currently, and the increase, this is expected to rise by about 270 by 270 by 20, I can't see my own figures, but this is expected to increase significantly over time. By 2045, inter-Africa trade could increase by 270, and by 2045 also, we expect an increase by 400% compared to 2020. This is the GDP increases in GDP with and without AFCFTA. So the impact of FCFTA, I think my colleague Stephen is going to talk more about it in more details. Services sector has been, of course, as you can expect, the most affected sector because of tourism. So we have seen a huge drop in the services sector, as you can see in the figure. At the same time, as I said, international tourism dropped significantly and resulted in this drop in trade in services for the continent as a whole. Moving at how the social sector performed in Africa. This is not going back. The services sector, the social sector has been also affected by the COVID-19 crisis. Oh, no. Sorry. Sorry, let me go back. Here, the social development has been impacted by COVID-19 and by the Ukraine crisis. Something alarming here in this figure. You can see poverty, headcount poverty increasing in Africa over the years in absolute terms. Although we notice a decline in percentage of the poor, but in absolute terms, poverty count, head count has been increasing over the years, and this is very alarming. Over the last 3 years, because of COVID-19, about 50 million people in Africa, 55 million people in Africa joined the poor because of COVID-19. And a lot of people lost their jobs, of course, because of lockdowns and because of declining demand internally and externally. And this impacts
are exacerbated by the war in Ukraine. So by conclusion, Mr. Chair, we continue to advocate the same ideas for African countries to diversify, to strengthen their efforts to address the crises we face internally and externally. We need to diversify our economies so that we build resilience to shocks. And at the same time, we can bring more and more Africans to the formal sector and be able to reduce poverty rate and invest more on health and education and the sectors that help us address poverty in particular. We also need credible reforms to restore debt and fiscal sustainability in Africa. Here we can mention support that has been provided by IMF and international institutions in terms of suspension of debt services for about 32 African countries, but for only a total of $9.3 billion. We call on international institutions to continue to support African countries to address debt issues and to have access to more funding at concessional rates. But the main task is for African countries really to strengthen capacities to mobilize domestic resources, especially tax revenues. We have seen progress in this regard in some African countries, mobilizing significant amount of domestic resources. But many African countries continue to have very weak capacities to mobilize domestic resources. And again, like I said, African countries also need to do more in order to implement AfCFTA and to increase intra-Africa trade with the positive benefits I have mentioned, and maybe my colleague Stephen is going to also mention in his presentation. Thank you, Mr. Chairman. Merci beaucoup, M. El Kheraïka, pour la présentation de la situation économique et sociale en Afrique au regard des mutations internationales que vous venez de faire avec clarté et qui devrait servir de point de départ à nos débats. Je voudrais, comme indiqué tantôt, procéder d'abord à donner la parole d'abord aux membres qui sont présents au niveau de la salle pour faire leurs commentaires et leurs observations, ainsi que les questions, avant de recueillir ceux des autres États membres qui sont connectés en ligne, et puis donner après en troisième position aux observateurs. Je rappelle également qu'au regard des délais, on voudrait limiter le temps de prise de parole à 5 minutes par intervention. Merci. On donne d'abord la parole aux représentants de la République de Bénin. Merci, Monsieur le Président. Je suis Aristide Médenou, directeur général de l'économie du Bénin.
Je voudrais d'abord féliciter le directeur de la commission pour l'excellente présentation qu'il vient de faire. Alors, sur la présentation, il y a deux points qui m'intéressent et que je n'ai pas vu transparaître. Je voudrais savoir si la Commission a des prévisions d'inflation pour le reste de l'année, en tout cas pour l'année 2022. Nous avons parlé de la guerre en Ukraine, de ses effets inflationnistes. Donc, je voudrais écouter le point de vue de la Commission sur les chiffres d'inflation pour l'année 2022 et éventuellement, si vous avez aussi des prévisions révisées. J'ai vu l'impact que vous avez calculé de l'effet de la guerre en Ukraine sur la croissance. De l'autre côté, suite à cette guerre et à ses effets inflationnistes, nous avons vu que les différents pays ont commencé à prendre des mesures pour contenir la hausse des prix, pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Mais il y a une préoccupation fondamentale, c'est celle qui concerne l'efficacité des mesures de subvention qui sont prises. Les mesures de subvention, parfois, très généralement, sont de portée très générale. Je voudrais savoir si la Commission a fait des réflexions sur ce sujet-là et s'il y a des orientations aussi que la Commission compte mettre sur la table. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe la parole au représentant de la République d'Égypte. Merci beaucoup. And first, allow me to thank you very much for the excellent manner in which you are conducting our business this morning, Director General Diop. And to thank as well the government and the people of Senegal for a very warm welcome and an excellent organization of our undertaking. And let me first commend Minister Ndiaye for his opening remarks, together with the Executive Secretary, Dr. Vera Songwe. I think they have given a very good overview of what the main challenges that we are facing and indeed in ensuring sustainable financing for our efforts on the continent. It comes, of course, the original intent was to look at the challenges faced in a post-COVID-19 era with sluggish growth, with a lot of investment in public utilities and public spending that is only augmented further by the challenges of the crisis in Europe, the Ukraine crisis. And I think the key highlights is that first, as was said, and I thank, of course, also Mr. Adam El-Hareka for his presentation, that this is a global, both instances were a global challenge that Africa and other regions, particularly from the global south, have experienced. And this should also factor in the reaction, in the way forward that us African countries need to take into consideration. So first of all, we need to ensure and to understand, of course, that the problem of liquidity and inflation will be a global problem. It's not only affecting us in Africa, as in previous instances with commodity crises of earlier, when Africa was more heavily impacted in the sense than other regions of the world. So key solutions might not be the only way forward. For example, in terms of the SDR, borrowing more SDRs, Africa will be in competition with other regions of the world, even though the G20, the G7 had already indicated earlier a preference or a commitment to Africa, yet that means that in the current crisis, we will be in direct competition with other regions. It is, as such, very important to note as well what we can maximize. We in Africa will be hosting the upcoming meeting of the COP27,
dealing with climate change. We know that the ECA has factored and has presented some key important tools, including the liquidity and sustainability facility that carries promise, with other tools and instruments as well. And we think that pursuing these and linking the recovery, if you would recall, Excellencies and dear colleagues, last year we were also heavily debating the recovery from the pandemic, that it should be a green recovery that factors in sustainability measures. And I think ours, the opportunity in November during COP27, the African COP, will be a very good way forward to have a focus on the recovery and how sustainable solutions and factoring in all of this. So just to recap, I believe that the challenges we face are going to be twofold. First, in dealing with the crisis as African countries, but also realizing that we will be in direct competition with the entire world, really, as we face the repercussions of both these crises, the extended COVID-19 and the immediate impacts of the Ukraine crisis. So with these, once again, to thank you very much. We look very much forward to the debates at the experts level over the coming 3 days. And thank you once again, Mr. Chair. Merci beaucoup, Excellence. On a un autre État, oui, l'Algérie. Bonjour. Permettez-moi de féliciter et de remercier Monsieur le chef de division, le directeur de la division macroéconomie, pour sa sublime présentation et surtout pour son esprit de synthèse. Toutefois, je ne sais pas si cet esprit de synthèse a fait occulter certains problèmes macroéconomiques majeurs pour l'Afrique. Je parle des recommandations où ces recommandations ont été orientées vers le développement de secteurs où l'Afrique n'a pas vraiment de... C'est-à-dire, elle n'est pas concurrentielle. Je parle de la digitalisation, des services marchands, globalement des services marchands. J'aurais aimé d'insister sur le secteur agricole. Le secteur agricole qui est vraiment le plus touché et qui a des répercussions alimentaires et sociales, etc. Le secteur agricole qui est vraiment touché et par la crise du Covid et maintenant par la crise russo-ukrainienne. Pourquoi je parle d'agriculture? Parce qu'il y a quand même des capacités africaines et je parle surtout d'une demande de réorientation de la stratégie de la production agricole en Afrique. Comment ça, la stratégie? Parce que dès qu'il y a un problème sur les produits alimentaires, on se rend compte que le choix fait par certains pays africains, pour ne pas dire par la quasi-pays africains, de s'orienter vers des cultures spéculatives au lieu de cultures qui sont à la base de l'alimentation et de l'autosuffisance alimentaire africaine. Je parle des cultures spéculatives qui sont touchées par l'évolution du marché international. Je ne veux pas dire l'évolution du marché parce que le marché se régule, mais c'est surtout par les aspects spéculatifs du marché. Pour certains produits agricoles africains, Et je veux même poser une petite question sur l'inflation et le marché d'échange maintenant. Est-ce que c'est vraiment dû à ces crises-là ou bien à une évolution spéculative, surtout, des marchés? Merci, monsieur le directeur et monsieur le président. Notre État membre.
au niveau de la connexion, il n'y a pas un autre État membre connecté qui souhaiterait parler. La Côte d'Ivoire. Vous avez directement la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier la présentation, le présentateur plutôt, qui a planté le décor des défis de l'Afrique après ces différents chocs. Le premier choc, c'est la Covid. Le présentateur a montré que l'Afrique a subi de façon virale la pandémie à Covid, et à cela est venue s'ajouter la crise ukrainienne. Bon, le cas de la Côte d'Ivoire, a subi la crise, mais a connu une certaine résilience. Nous avons eu un taux de croissance de 2% en 2020, là où on s'attendait à un taux de croissance de 6,5%. Il y a une certaine résilience, mais la crise a montré les failles de notre économie que nous essayons de prendre en compte dans le PND qui vient d'être élaboré, le PND 21-25, et qui met beaucoup plus l'accent sur la transformation de l'économie, la transformation structurelle de l'économie avec l'industrialisation et une forte implication du secteur privé, mais également l'intégration dans les chaînes de valeur, régionales d'une part, et d'autre part dans les chaînes de valeur mondiales. Au niveau de la crise ukrainienne, nous avons commencé à constater tout de même quelques effets. D'ores et déjà, le prix de l'essence à la pompe a augmenté, le prix du carburant a augmenté. Bon, on ne sait pas si ça découle directement de la crise ukrainienne, mais il doit avoir un effet implicite. Et le prix du pain également a commencé à augmenter. Voilà, on a deux prix qui se pratiquent sur le marché, d'une part 150, d'autre part 200 francs, mais on tend vers un prix normalisé à 200 parce que nous consommons beaucoup de pain et on le sait bien, la Russie et l'Ukraine sont les deux grands producteurs de blé. Alors on s'est donné à un petit exercice en essayant de voir comment l'Afrique pourrait prévenir sa dépendance vis-à-vis de ces pays exportateurs, de ces pays importateurs de blé comme la Russie et l'Ukraine. Et on s'aperçoit que quelques pays arrivent tout de même à produire du blé en Afrique. Entre autres le Maroc, l'Égypte, le Kenya, l'Éthiopie. Je pense que le Sénégal est dans une phase expérimentale, je ne sais pas bien. Bon, mais ça, c'est en allant sur Internet qu'on l'a constaté. Bon, peut-être que M. le Président nous en dira quelque chose. Alors, ma préoccupation aussi, c'est de voir est-ce que la CEA se penche sur ces alternatives-là, voir un peu si des pays africains arrivent à produire le blé, ça veut dire qu'on peut le faire. Si on peut le faire, comment le faire et quel pourrait être voilà, l'appui de la CEA pour que l'Afrique à moyen et long terme, parce qu'on ne sait pas quand la guerre va s'arrêter, et nous continuons de dépendre du blé en Afrique. Donc voilà, ma petite préoccupation c'est ça, comment la CEA peut appuyer pour voir dans quelle mesure l'Afrique peut peut-être valoriser son potentiel agricole dans la production, par exemple, du blé. Merci, Monsieur le Président. Merci. Un autre État membre dans la salle qui souhaiterait intervenir. Au niveau Internet, il n'y a pas d'évolution. On peut passer... Les observateurs. Ah. Ah, c'est le Sénégal apparemment. C'est pas un observateur. Parfait.
Vous avez 5 minutes. Macroéconomique pour sa brillante prestation qui a fait, quand même, il faut le préciser, une situation de développement économique et sociaux récents. C'est ça principalement l'objet de sa présentation. Et qui a fait ressortir quand même un certain nombre d'éléments majeurs et également de l'impact qu'a eu principalement la crise ukrainienne au niveau de l'Afrique. Mais je pense que ce serait également important de faire allusion à un élément de taille qui commence à être structurel et également ces derniers mois qui ont affecté un pan important de l'Afrique. Je parle principalement de la sécurité, de la paix, de la stabilité de nos pays. On le sait relativement à ce qui nous entoure, en tout cas nous le Sénégal, avec le Mali, certains pays quand même de la CEDEAO, le Burkina, également la Guinée, une situation qui affecte quand même le commerce dans la zone et également dans d'autres zones, une certaine paix, une certaine sécurité qu'il urgerait quand même de pérenniser, de rétablir pour que quand même au niveau interne on puisse avoir les socles de notre développement. C'est quelque chose qui est présent un peu partout en Afrique et plus que les chocs exogènes, celle ukrainienne principalement et également la Covid, la stabilité de nos pays mérite d'être vraiment renforcée, mérite quand même une intégration majeure pour qu'en notre sein, qu'on puisse vraiment avoir la base fondamentale de notre économie. On n'a pas besoin peut-être de préciser l'impact que peut avoir la stabilité dans les investissements et également dans la croissance et le développement. Donc c'est quelque chose d'important pour le pays, pour l'Afrique et également pour les pays qui la composent. C'est juste un élément que j'avais voulu ajouter dans le panier par rapport au développement économique, certes finalement qui commence à devenir structurel, mais qui également concerne ces derniers mois. Merci beaucoup, Président. On avait terminé le groupe des États membres présents dans la salle. S'il y a des observateurs qui souhaitent intervenir, j'en vois pas. Si vous le permettez, on va redonner la parole à M. El Heraïka pour apporter des réponses aux observations ainsi qu'aux interpellations. On m'informe que la Tanzanie souhaiterait intervenir. Merci. Vous avez 5 minutes. Yeah, okay, thank you very much, Chairperson. First of all, I wish to take this opportunity to commend you, personal Chairperson, and the Economic Commission for Africa for convening this important meeting. It is indeed an honor to be seated in this house discussing matter of interest of our continent. On the same note, Chairperson, I wish to express my appreciation to you, Honorable Chairperson, on the manner that you are steering this meeting. Chairperson, we have a few issues which we wish to recommend as far as the policy recommendation is concerned. Chairperson, we have a lot of things to contribute, but I'll go straight to the recommendation that Tanzania recommend to ECA in collaboration with REC and the key partner state to continue to, maybe we can add on the recommendation that we have noted that the presenter has contributed
on the issue of African Continental Free Trade Area. So maybe to enrich the recommendation, we can maybe urge you, member state, to expedite the finalization of outstanding issues so as to take full operationalization of African Continental Free Trade Area. And Chairperson, this will boost the inter-trade and the investment among member states, which will help to easily rebound from the economic contraction posed by the COVID-19. Chairperson, maybe we can also add another recommendation that we need to support member states in carrying out analytical paper on the economic impact of the crisis in Ukraine, which will provide a policy response aimed at stabilizing the economy, distortion and imbalance at the national level. And lastly, Chairperson, for the recommendation, we can provide and expand the technical assistance program to member states in the digitalization of the economy. Chairperson, the digitalization of the economy will help to streamline the cross-border trade procedure, easy business and investment procedure to facilitate e-commerce and e-payment, which will, in the long run, curb the IFF, then improve domestic resource mobilization. Chairperson, I wish to submit. Thank you. Merci beaucoup. Y a-t-il encore d'autres États membres présents dans la salle qui souhaiteraient intervenir? Je voudrais apporter une autre précision à l'endroit des représentants des États membres qui sont connectés en ligne, qu'on ne pourrait pas répondre par chat les questions et les commentaires. S'ils souhaitent prendre la parole, on pourrait leur remettre ça avec un grand plaisir. Je voudrais également, avant de remettre la parole à M. El Heraïka pour apporter des observations ainsi que des réponses aux questions qui sont posées, peut-être vous suggérer, parce qu'il était prévu après l'intervention de M. El Heraïka, qu'on observe une pause café. Je souhaiterais peut-être qu'on puisse continuer sur le point suivant. Maintenant, les dispositions sont prises au niveau du rez-de-chaussée pour que les personnes qui souhaiteraient prendre un petit café puissent se déplacer sans pour autant qu'on puisse interrompre les séances. Si cette proposition vous agrée, on pourrait l'adopter pour un peu accélérer la conduite de nos travaux, puisqu'on a démarré avec un peu de retard. Merci pour votre compréhension. Je redonne la parole à M. El Heraïka pour apporter les réponses et les clarifications nécessaires. Merci pour vos questions et vos observations. Thank you, Mr. Chair, and I would like to thank honorable delegates for their comments and recommendations and questions. And I'm going to focus on the questions. There was a question on forecast for 2022 regarding the impact of Ukraine war on Africa. As I said in the presentation, the crisis in Ukraine is expected to lead to an increase in commodity prices with an overall negative impact on African economies. And in particular, we have preliminary simulations that indicate that Africa's GDP growth will be reduced by about 0.4%
due to the crisis. But of course, the impact of the overall impact of the crisis will depend on how long the crisis will continue and the global response to the crisis. So this simulation result could change every day. Regarding inflation, there are many factors that affect inflation, but overall, we expect inflation to rise again by more than 1% due to the crisis. But again, this can change. On the comments made by the honorable delegate from Egypt are, I agree with 100%, so I'm not going to make further comments. The issues we face are global, and in this recovery, we are going to also face competition with the rest of the world. Regarding the sectors, the discussion on sectoral performance and the impact of external shocks on sectors like agriculture. I also agree with the honorable delegate from Algeria. We need our own strategies to develop our sectors, especially agriculture and manufacturing. This is an issue which we have been advocating in ECA for years. I'm sure some of you remember what we have been doing over the last 15, 20 years on issues that relate to industrialization, value addition, regional integration in Africa. And we have advocated for industrial policy, return to development planning. Mr. Chairman, I was here in 2011 when we launched economic report on Africa 2011 on development planning and industrial policy. At that time, there was no development planning ministry in Senegal. Now we know they have a ministry and they are working very hard on diversification. The place where we are sitting now is witness to that. This is a new industrial park, which we have seen very expanding and very impressive. This is something that we are all proud of, Mr. Chairman. So we need to have our own strategies in order to promote the industries that help us to increase growth and diversify. And we have seen this in many countries trying to expand industries and to also promote agriculture. And I think this is the only way for us. This is the only way for us to transform, to build resilience, and to make growth equitable and shared across Africa. Again, the honorable delegate from Cote d'Ivoire talked about structural transformation imperative and the prices of food and how Africa can produce wheat locally. I'm not an expert in that area, but I've been privy to the discussion on production of heat-resistant wheat, and we have seen this expanding in many countries, including, of course, Egypt, Sudan in the north, where the environment is more conducive. What countries can do, again, in order to respond to the external shocks, such as COVID-19 and the Ukraine crisis? Again, we repeat the same argument and the same recommendations, of which is shared apparently by Cote d'Ivoire, is to really try to produce more food locally and to promote local production of the food we consume in Africa. It has been said several times that Africa is a continent that produces what they do not consume, and they import what they consume and export what they do not consume. So we need to produce what we consume.
The shocks indeed led to risk and security risk in many countries. And I think this is a theme that we are going to discuss again and again in Africa here. Probably, I think during this conference, we'll come back to the question of how to reduce risk by making growth more shared, more equitable, and more helpful to African countries to overcome external shocks. The recommendation by the gentleman from Tanzania, member states to finalize FSTA are well taken. We will follow up on this, all of them, and more analytical work on the effect of Ukraine crisis is being conducted by ECA currently, and we'll share it on our website. The issue of technical assistance and diversification through technology, this is a theme of Economic Report on Africa 2022, which will be launched soon. So we are continuing the analysis of how African economies can diversify through trade, through green industries, through technologies. And of course, we started this analysis long time ago with commodity-based diversification. Thank you, Mr. Chairman. Merci beaucoup, M. Alain Khelaïka. Je voudrais, avant de passer au prochain point, remettre la parole à Mme Hanan Morsi, la secrétaire exécutive adjointe et économiste en chef. Mme Morsi, vous avez la parole. Thank you very much. Just wanted to come back on a few of the things that have been raised. For example, the issue of the global nature of this crisis. We will probably have a deeper discussion later in the day when we're discussing the issues paper, but I wanted to highlight that definitely this is a core issue, what we have seen in terms of the series of shocks that we've seen starting from the pandemic and then followed by the impact of the war in Ukraine, which basically brings multiple shocks. We have a food shock, energy shock, and a finance shock. So this really kind of brings a perfect storm that is global in nature, and there has been analysis that was done at a UN level, which the Secretary General had actually launched a brief on this a few weeks ago, which we contributed to, and basically shows that among regions, the most affected by the war in Ukraine economically is actually Africa. And also the nature of this shock, that it actually, even in terms of the severity of the shock, the middle income countries this time actually are absorbing or taking the largest hit. This all basically points to the nature that the tools that we have globally in terms of how to help countries need to be rethought, because basically existing instruments have been designed to tackle country-specific shock, idiosyncratic type of shocks. And now we are dealing with a series of global shocks that need different and revamped instruments. And this is part of actually what we are, ECA is now coordinating in terms of, there has been a working group that has been formed with ECA as the secretariat of that working group, with the ministers of finance, the IMF, the World Bank, and key African stakeholders, including the African Union, African Development Bank, African Bank, to look into the issue of global financial architecture reform that actually works for Africa. So all these issues and challenges are being discussed in detail to see what type of asks
need to be put forward. And I'll be perhaps giving a bit more detail later on in the day, and happy to answer any questions related to this. But this is basically where we are. So totally agree that the nature of the type of shocks that we are facing now is different than what we have faced in the earlier decades. So a new thinking of what tools and instruments are needed is required. And actually part of what with all of us here, this is an opportunity to actually put our thinking together in terms of what are the most and most useful ways to put forward a unified ask of what need to change and how. So that's in terms of the issue of the global nature. I just wanted to say for the Africa Continental Free Trade Agreement, we have a colleague of ours, Director Stephen Karengi, who would be presenting later on trade and integration. So you will have more detailed discussion on this issue. And then in terms of the impact on agriculture, yes, agree with the colleagues that have raised it, that this is an issue and a sector that has been particularly hit by number of shocks. Of course, the pandemic affected supply chain or led to supply chain disruptions for the sector. You've also had now with the Ukraine crisis another shock in terms of food and food insecurity and implications for the global supply chains, and with fertilizers as well. And on top of that all, we have the issue of the climate change that is affecting Africa the most out of all regions and have serious implications for the agriculture sector. Yes, and that is one of the areas also that can really highly benefit from the African Continental Free Trade Agreement in terms of increasing regional linkages and regional supply chains. So I look forward to hearing more on that and further discussion in our next session. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Morsi, pour ces clarifications ainsi qu'à ces invitations pour les prochaines séances qui reviendront en plus de détails sur les points soulevés par les participants. Merci, directeur également, M. El Heraïka, pour la présentation ainsi que les réponses apportées aux commentaires. Merci aux États membres qui ont également pris la parole. Merci beaucoup. C'était toujours des réglages. Par rapport aux collègues qui sont en ligne, je réitère ce que j'avais évoqué. Ou si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main au niveau Internet. Comme ça, on pourra vous donner la parole et réitérer qu'on ne peut pas répondre directement aux questions qui sont posées. Donc, j'invite à nouveau les collègues qui sont en ligne de pouvoir lever la main pour qu'on puisse leur donner la parole pour participer à nos travaux. Sans plus tarder, comme suggéré précédemment, nous allons enjamber la pause pour passer au deuxième point inscrit à l'ordre du jour et inviter les collègues qui souhaitent prendre un peu de café à partir au niveau du rez-de-chaussée. Les dispositions sont déjà prises à cet effet. Le deuxième point inscrit à l'ordre du jour porte sur la présentation de l'évaluation des progrès de l'intégration régionale en Afrique. Et j'ai le plaisir à donner la parole à M. Stephen Karengi, directeur de la division de l'intégration régionale et du commerce, pour qu'il nous présente une revue d'ensemble de l'intégration régionale en Afrique. Monsieur Karengi, vous avez la parole. Thank you, Chair. Thank you very much. Good morning, good afternoon. Great.
I know how to move this thing. Good morning again and good afternoon. So I'm actually making a presentation with regards to the agenda item number 4 in your agenda, dear delegates. And it's on the assessment of progress on regional integration. And the document number is E/ECA/COE/40 number 5. This is a regular agenda item for all of us. So I hope it will be easy for me to take it through in the next 7 minutes. So the report that you have, it has several sections before I go to the key messages. So we talk about in details in the report on trade integration. We talk in details about macroeconomic integration. We look at the performance also in the report on the issues of infrastructure and energy. I would want to highlight that in the report, in the area of infrastructure, you will see that we have broken the components, the different components of infrastructure, starting from roads, railway, maritime. And it's important that as you go through the report, that you also attend a side event we are going to have on the AFCFTA and the country business index that the executive secretary talked about. And within the same side event, we are also going to present a detailed report on the AFCFTA and issues related to infrastructure and transport. And I will, as I make my presentation, I'll show why it's important that you attend that side event on the 15th of May. The report also does actually talk about the report that we have. We also highlight issues of social integration, and within that part of the report, we highlight some of the innovations that Africa put together as we were dealing with the fight on COVID. We talk about issues of governance, peace, and security within the report. One of the delegations did actually raise this issue, especially in the context of West Africa. The report on assessing regional integration does actually have some discussions on the issues of governance, peace, and security, noting that without issues of governance, good governance, peace, and security, we cannot actually achieve regional integration. So I wanted to highlight those to entice you to go through the report, because 7 minutes cannot actually do justice to all that is happening on the regional integration and those things that we need to deal with in order to make progress on regional integration. So coming now back to my presentation, which is basically just 3 slides. Regional integration, I think we no longer debate about its relevance when it comes to advancing our continental agenda and our development. So it remains one of those key issues or key pillars of our development. And this is because our economies are small, and unless we integrate, we cannot actually be able to make progress taking advantage of the economies of scale and also the many resources that our continent has. So this remains to be a key pillar, and we thank you as the Committee of Experts and Member States that you continue to put this issue on your agenda. Progress has actually been made in regional integration. Now, the performance on regional integration that you see in the report, which is actually shown in the chart that you see on that slide, is based on the integration index that you asked us a few years back to put together to monitor the progress on regional integration. Now, this index that we report in the current report was actually based on the data that we collected before the pandemic. And so it's going to be interesting what will happen when we do this index, which we intend to do starting this year, to come up with the third in the series
to see what progress we have made, because we would expect that the issues of the pandemic may have had significant impacts on some of the measures that we had last time. But essentially, what the report shows is that you have varied performance in the different regional economic communities. Some regional economic communities do very well when it comes to issues of macroeconomic integration, for instance, like the EAC. Some regional economic communities like ECOWAS do very well when it comes to the free movement of people. And by and large, according to this index, if you remember when we first presented it to you, we told you that anything below 0.5 shows that we are not doing very well. Anything above 5, we are doing okay, but this is on a scale of 1.0. So as you can see from the readings on each of the dimensions that we are reporting in the report, and for each of the regional economic community, there is still a lot of work that needs to be done. Now, the good thing is that the launch of the AFCFTA is actually doing two things. First of all, it's aggregating our efforts, or at least is giving a strong business case for us to deal with the other dimensions of the regional integration. So it is going to foster, it's going to lead to investments on infrastructure. It's also going to help us deal with the issue of trade policy. It's also going to help us deal with the issue of production integration. So what one of the key messages that we are putting across to you is that we should take the advantage, the opportunities that are embedded in the AFCFTA to drive our post-COVID recovery. And I think this is a message and a theme that is going to continue throughout this conference. Before I go to my second slide, let me take 1 or 2 minutes to talk a bit more on the trade integration. And I'm saying this because, as you know, and we are glad that the AFCFTA Secretariat people are here, there is the protocol on trade in goods and the protocol on trade in services, which are currently being implemented by the member states, and we are capturing that in the competitiveness strategies that were highlighted by the Executive Secretary. Now, the trade in services is an area where we have a lot of potential to advance rapidly towards the recovery of our economy. And so the performance, as you can see on each of the regional economic communities, when it comes to trade integration, there is still a lot that we need to do. But we have the opportunity by making our offers under the trade in good protocol and our commitments under the trade in services. And I think we can leapfrog in the next 2 series of the index to very good performance. Finally, on this first slide, under the trade integration, under the productive integration, which you can see none of the regional economic communities is doing well, doing above 0.5. The regional supply chains that have become such a critical issue, both during the COVID and now under the Ukraine crisis, countries that are able to deal better with these regional supply issues are the ones that have stronger productive integration, because basically this is a question of the regional value chains. Now, under our assessment of regional integration, we have a long way to go on productive integration, but now we have no choice other than to do more if we want to create the resilience that the AFCFTA offers us an opportunity to do. But of course, we need to finance that, and hopefully as you think about financing the recovery, you'll talk a bit more on that. Now, I think this slide, basically, I wanted to show that I've talked a bit more on the trade integration, just to remind us that we continue to trade more with the rest of the world than we do with ourselves. Other countries, other regions trade more with themselves, which means, of course, that they are coping much better
with the challenges that the global economy is facing, including on the current additional layer of shocks from the Ukraine crisis. And so it's basically up to us to figure out, now that we know the imperative of regional integration, we've seen what it means for us what it means if we trade more with each other. What is it that as a conference we can do to accelerate, to have better numbers? We've never gone beyond 20% of our total trade being intra-African. Even the most shocking thing, and I think there was a question that was asked about agriculture. Intra-African trade in agriculture is only 11%. So we are quite exposed as we speak, and this is an issue that we need to deal with. Now, on the macroeconomic integration, of course, all the regional economic communities, as you will see in the report, they have programs for macroeconomic convergence. Now, the data that we had presented to you 42 days before this did not capture some of the inflation numbers that we are seeing today. But just to say that the regional economic communities, as we note in the report, do actually have programs for macroeconomic convergence. And so what, of course, one would want to urge here is that we use the instruments that we have under these macroeconomic criteria to at least coordinate our responses to the macro shocks that are emerging from the Ukraine crisis. On the infrastructure deficit and low productive integration, again, we think if we deal a bit more with the issues highlighted in the report, we'll not only be able to grow more our intra-African trade share as we would want to see, but at the same time, we would be able to create some resilience. Allow me at this point to say that Adam, my colleague from Macro, did present to you a chart, or at least some empirical results from ECA on what would happen if we implemented the AFCFTA by 2045, and what would happen if we did not implement the AFCFTA effectively. And the good news is that if we implement the AFCFTA effectively, just to reinforce the message, we would actually see a significant growth, up to 400% growth in our intra-African trade from where we are today to where we would be to 2045 if we implement the AFCFTA. Now, in the same chart, in the same graph chart that he showed you, what again I think I would want you to notice was what would happen into the growth of intra-African trade in services, and especially in the area of transport and basically logistics. So we have opportunities that can help us quickly deal with the infrastructure gap that we have, and also strengthen our productive integration. Finally, the report, if this can go to the next level, we basically say we remain with the same message. We need to accelerate regional integration, and we believe that there is a lot of progress that have been made, but I think the exposure of the continent and the vulnerability that has been shown under COVID and under the Ukraine crisis, I think we need to do a bit more. In terms of implementing the AFCFTA, I think we have now a template, really. We really have something that we cannot say that we don't have something to anchor our efforts on. So hopefully, we hope that the AFCFTA implementation is going to strengthen our recovery from COVID and now from the current shock that we are having. And for us as the Commission, we will continue to support the member states and also the regional economic communities. In our report, we talk of 3 knowledge products that we released last year. The Assessing Regional Integration, the 10th edition. We also produced one on the common investment area, where we look at the phase 2 issues of the AFCFTA and how they work together, the investment protocol,
the intellectual property rights protocol, the competition policy protocol, and also the e-commerce, the digital trade, how all of those work together. And you cannot make progress in one without thinking about the other. So again, we would want to highlight that those reports from the Secretariat are with you. And also, of course, we tackle the much more challenging question of how do you manage the interface of the AFCFTA implementation and the existing trade policy arrangements under the Regional Economic Communities, FTAs. So essentially that's what the report is about. There is a bit more there, so I welcome you to the side events where we are going to drill a little bit more, Chair, on some of these issues. And we hope that by the time we finish the conference, most those countries that have not ratified the AFCFTA will ratify the AFCFTA. Those that have not yet started developing the implementation strategies will be motivated by the implementation strategies that have been prepared for the countries that have both ratified and started implementing. And for the private sector, we hope that the AFCFTA country business index that we'll be presenting to you is also going to be a good motivation for you so that you can engage the private sector more on your strategies for the AFCFTA. Thank you very much, Chair, and I'm happy to answer any questions. Thank you. Merci beaucoup, M. Karingui, pour cette présentation très claire. Donc, nous passons rapidement au débat. Le débat est ouvert. Donc, la règle, on passe aux États membres en présentiel, puis en ligne. Après, on invite les institutionnels, les observateurs à prendre la parole si nécessaire. On m'a fait également écho que beaucoup en tout cas au niveau Internet, beaucoup de commentaires sont envoyés. Je réitère notre invitation à demander aux délégués des États membres présents en ligne à lever la main et ce sera avec un grand plaisir de leur donner la parole pour prendre part activement à nos travaux. Quel délégué dans la salle souhaiterait intervenir à l'issue de la présentation? Égypte. Nous prenons d'abord, vous avez, moi je ne vois pas très bien, Namibie je pense. Hein? Namibia, ok. Un instant. Ah, le Sénégal, vous ajoutez. Burkina Faso, Bénin, c'est bon? Merci. L'Égypte, la parole est à l'Égypte. Un problème de micro apparemment. Micro, si le staff peut nous aider. C'est pas activé. Micro, si vous pouvez nous aider. The team, the microphone is not working for the Egypt. Can you fix it, please?
Le microphone pour la délégation d'Égypte, ça ne marche pas, s'il vous plaît. Si vous pouvez intervenir. Merci. Thank you, Chairperson, for giving me the floor. First of all, I would like to congratulate you for your comprehensive presentation for the report, and I wish a fruitful discussion during our meeting. I think we considered the current dispute between Ukraine and Russia as a turning point for African economy, since the war at hand has affected the price of all the commodity, strategic commodity for Africa, and metals, including wheat, maize, petroleum, oil, and so on. The African economy, I think they are rich by their resource. All we need to mobilize this resource. And I think this is the time to think about African common market or pan-African commodity stock of exchange for our commodity, our metals. And I think this stock, it will be help the African country to unify their vote in the market, international market, and begin to be a price maker, not always as always price taker. So I think this is maybe it's a good opportunity for UNICA to think about the possibility of making this proposal, to study it and see how can it could be as a main needs for African country. Thank you. Merci beaucoup, Madame. Nous passons la parole au délégué de la Namibie. Thank you very much, Chair. Let me thank you first of all for how you are conducting our meeting, and I would like also to thank the presenter for his presentation. I didn't have the opportunity to go through the whole report, but I would have liked maybe the presenter to highlight what are the barriers. I think we have been talking. You can't hear? My microphone is on. Le délégué de la Namibie, son micro est allumé, mais apparemment au niveau de l'interprétariat, on se petit souci. N'entend pas. Désolé, délégué. Can I continue? Vous entendez au niveau de l'interprétariat? Pas encore, c'est pas encore réglé. Okay. Thank you very much. Am I heard now? C'est bon maintenant. All right. Thank you. I thank the chair in the manner in which you are conducting our meeting, and also thank the presenter. And I said that I didn't have the opportunity to read the whole report, but maybe what I could ask is that if the report could identify the barriers which is making Africa not really to integrate at the faster rate which we need. We know the importance of integration from far up to where we are today, but why are we not identifying what are those barriers which hinders us really to integrate? As Africans, I know as individual countries, in fact, we are still competing with each other, and maybe one could be the reason why really we are not moving fast in integrating. Secondly, we have also talked about crisis of Russia, Ukraine, and so on, but also the crisis which came with COVID.
up to now, I'm not quite sure whether Africa has come together and say, why can't we identify even one country where we can pool our resources and invest maybe in a vaccine or something else or research which will be able to help us in the future. I think without really identifying what makes us to draw back, we'll talk about this issue year in, year out, up to our next generation, and will not make really much progress. Those are my few contributions, Chair. Thank you. Du Burkina Faso. Burkina Faso d'abord. Merci bien, Monsieur le Président, et merci effectivement aux communicateurs. Alors, j'ai bien apprécié le rapport, surtout dans son volet intégration sécuritaire. Vous rappelez que le représentant du Sénégal était revenu en fait sur cet aspect. Il faut véritablement dire que certainement on dira que beaucoup de choses sont faites, mais véritablement à notre niveau, nous pensons qu'il en faut plus, il en faut davantage. Et qui connaît cette région ou cette sous-région devait savoir que si nous continuons effectivement à œuvrer de la sorte, ne soyons pas surpris véritablement par les conséquences que nous connaissons déjà. C'est vrai, mon pays souffre de cette situation que chacun connaît, mais j'avoue honnêtement que nous devons encore réfléchir mieux pour que ces populations puissent se voir soulagées effectivement de tous les préjudices encourus. Alors, je revenais un peu sur la question d'intégration pour ce qui est des organes ou des initiatives qui sont là. On en a plus d'une dizaine, une dizaine en gros. Mais on a l'impression véritablement qu'il y a plutôt l'accent sur ces organisations sous-régionales qu'est l'organisation africaine qu'est la ZLFCAR. Alors, la CIA nous a véritablement suggéré aujourd'hui, au vu des avantages que nous pouvons effectivement encourir par rapport à la mise en place de cette initiative africaine, que les uns et les autres effectivement se décident de façon volontaire, parce que nous avons l'impression que tout est une question de volonté politique. Et cette volonté politique, nous ne croyons pas que ce soit suffisamment affiché. Parce qu'on nous dit à la première communication du président sortant qu'aujourd'hui, on a encore des États qui n'ont pas adhéré à l'organisation. Alors, je n'ai pas véritablement vu les causes réelles. Je voulais juste que la CIA revienne là-dessus pour encore convaincre les uns et les autres que nous avons intérêt à y aller. Intérêt à y aller parce que les organisations sous-régionales, quand bien même feront effectivement, j'allais dire, le nécessaire, si sur le continent africain nous ne sentons pas cette unité-là, je ne crois pas que nous allons effectivement évoluer face aux autres États. Et aujourd'hui, nous sentons véritablement que l'Afrique peine pour un développement harmonieux à cause de cela. C'est juste ce commentaire que je voulais faire, Monsieur le Président. Je suis beaucoup Mahamadou, Directeur général adjoint de l'économie de la planification du Burkina Faso. Merci beaucoup, cher homonyme. Nous passons la parole au délégué du Bénin. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Eustache Hakone, le directeur général adjoint du financement du développement au Bénin. Je voudrais joindre ma voix à celle de ceux qui m'ont précédé pour dire merci aux communicateurs. Je pense que l'intégration est très importante pour les économies fragiles. De mon point de vue, le problème de l'intégration régionale n'est pas tant l'absence des politiques et stratégies, mais plutôt
le non-respect et la mise en œuvre inefficace de ces stratégies-là. Je pense que pour y arriver, il va falloir intensifier le dialogue entre les pays. Comme l'a dit le représentant de Namibie, avec la pandémie Covid-19, ce doit être une opportunité pour les pays africains de renforcer leur intégration régionale dans le cadre du commerce et autres aspects. Donc voilà le commentaire que je voudrais faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous passons la parole au délégué du Sénégal. Monsieur le directeur général, merci M. Karingui pour votre communication. Là, véritablement, ce que nous avons relevé dans la communication, c'était la faiblesse des échanges interafricains. Encore que l'outil qui a été utilisé ne nous semble pas refléter véritablement l'exactitude des échanges entre ces pays. Dans la mesure où, lorsque nous analysons sur le point simplement des flux des biens et services... S'il vous plaît, oui. Je vais vous interrompre parce que les auditeurs ont encore quelques soucis. Ils n'entendent pas, tant bien même que les micros sont ouverts. Si l'équipe technique peut vous aider à résoudre ce problème. Désolé, chers délégués. Le temps d'ajuster ce... C'est où, c'est ici? Oui. Ok, merci. Un instant, on vérifie, c'est bon? Ok. Merci, merci. Je disais tantôt que lorsqu'on se focus sur les échanges des biens et services, on voit déjà que c'est très faible. Mais le rapport nous dit que sur ces biens-là qui sont échangés, il y a pas mal de biens manufacturiers. Et pour cela, il y a un projet sur lequel la CIA, en rapport avec quelques pays pilotes, travaille. C'est l'analyse du commerce entre États sous l'angle de commerce de valeur ajoutée. Si on se place de ce point de vue-là, on verrait qu'il se pourrait même que la part qui est jugée déjà très faible le sera encore plus. Parce qu'en réalité, sur les biens manufacturiers qui sont échangés entre pays africains, intègrent pour la plupart des biens et services des intrants qui sont importés. Et l'outil-là que nous utilisons en phase expérimentale devrait pour nous être mentionné et inviter les pays à se l'approprier pour que nous puissions avoir véritablement des données de référence sur nos échanges qui impactent nos économies. Parce que nous sommes du ministère de l'économie, des finances, et nous sentons parfois qu'il y a sur certains échanges, il n'y a pas en tout cas de plus-value en termes de recettes. Et donc ces outils-là devraient permettre véritablement d'appréhender mieux l'impact de nos échanges, parce que c'est ça qui est en tout cas pour nous primordial, voir en quoi les échanges que nous avons entre pays impactent nos économies. Et s'arrêter simplement sur les échanges de biens et services ne reflète pas, en tout cas de notre point de vue, les échanges. Donc nous invitons en tout cas la CIA à développer ce projet d'outils qui permettent véritablement de mesurer à leur juste valeur les échanges qui existent entre nos économies. Je rappelle qu'il y a un projet pilote dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Cameroun, qui avec l'OCDE et l'OMC, bon, je pense que ces genres d'outils-là devraient être généralisés pour mesurer à juste titre les échanges entre nos pays. Merci. Merci pour ces remarques d'ordre de méthodologie. Je ne sais pas s'il y a d'autres délégués. Voilà. Ah, Mauritanie, la République islamique de Mauritanie.
السلام عليكم ورحمة الله. بالبداية أشكر الحكومة والشعب السنغاليين على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. أشكر الرئيس على الإدارة الجيدة للاجتماع، وكذلك الخبراء على تقديم التوضيحات المداخلات الجيدة. طبعا نحن عندنا في القارة الإفريقية توجد الكثير من المشاكل تمس الوضع الاقتصادي. طبعا الحد من ارتفاع الجنوني للتضخم، نسبة التضخم طبعا في القارة مرتفعة بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد، وطبعا انضافت عليها الأزمة الأوكرانية. طبعا الحل هذه المشاكل أول شيء اللي المفروض عن القارة توجه له هو الزراعة. الزراعة اللي هي المنتج اللي مشترك في جميع الدول الإفريقية، والمفروض أننا نركز على الزراعة، على زراعة ما نستهلك وليس زراعة مواد من أجل تصديرها للخارج. طبعا الأساسي فيها تثبيت المزارعين في القرويين، خاصة في بلداتهم وقراهم، وكذلك محاولة حل المشاكل الأمنية طبعا اللي تعتبر عائق كبير أمام التنمية في القارة، ما يترتب عليها من هدر المال العمومي، هدر الموارد بأنها تتجه، وكذلك الرفع من مستوى التبادل بين دول القارة، التبادل البيني بين الدول، طبعا ما يترتب عليه من بنى تحتية طرقية وأمن في النهاية ندعو الفاعلين في المجال الزراعي لزيارة بلدي، لأن في عندنا من أجل الاطلاع على الفرص الكبيرة المتاحة في المجال الزراعي، بما في ذلك الأراضي الزراعية الخصبة، والحمد لله نعمة الأمن والمياه العذبة واليد العاملة الرخيصة. وكذلك فيه في السنوات الأخيرة قيمة بإصلاحات في المجال مدونة الاستثمار اللي ستؤدي طبعا للمستثمرين منهم في حالة أتوا إلى موريتانيا إن شاء الله سيجدون المجال المناسب لاستثماراتهم. السلام عليكم ورحمة الله. Merci beaucoup. Nous passons la parole au Botswana. Thank you, Mr. Chairman, for giving this delegation the floor. At the outset, I would like to take this opportunity to express the appreciation of this delegation for the hospitality extended by the government of this country, including the brotherly and sisterly people of Senegal. In addition, Mr. Chair, let me take this opportunity to thank Dr. Garinge for the lucid presentation about the prospects and the challenges that our country, including for most part our continent, continue to face in advancing the economic development of this continent. And of course, indeed, one of the tools that we can put in place to alleviate the challenges of economic development in this continent is, among others, the African Continental Free Trade Area. But among the challenges that some of the countries are facing, you know, in ratifying, of course, including in implementation of the African Continental Free Trade Area, is the protocols on rules of origin. I think if we could overcome
some of these challenges, including the rules of origin, will go a long way, you know, in our efforts to implement the African Continental Free Trade Area. So my question is, at the present moment, does the United Nations Economic Commission for Africa have in place any strategies to assist some of the members of African countries to overcome these challenges, including those in relation to the rules of origin? I thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup, cher délégué. Dans la salle, il n'y a pas un autre délégué qui souhaite intervenir. Sinon, nous passons au virtuel. Je pense un délégué du Maroc qui est en virtuel souhaiterait prendre la parole. Le Maroc, vous avez la parole. Bonjour. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je me joins aux intervenants pour vous féliciter, l'équipe qui a travaillé sur les deux rapports, le rapport sur la situation économique et sociale de l'Afrique et également le rapport sur l'intégration de l'Afrique. Mon intervention est axée beaucoup plus sur une remarque générale. Un instant, Madame Mansouri, on a quelques soucis techniques. On voudrait juste s'assurer que les interprètes vous entendent bien. L'équipe technique, si vous pouvez nous aider. C'est bon, les interprètes? Monsieur Madame Mansouri, vous pouvez parler, on va tester. Vous pouvez continuer. Madame Mansouri. Madame Mansouri, vous êtes toujours avec nous? Bonjour. Ah. Très bien, d'accord. Donc, je disais que je me joins tout d'abord aux intervenants pour féliciter les équipes qui ont travaillé sur les deux rapports, à savoir le rapport sur la situation économique et sociale en Afrique et sur également l'intégration en Afrique. Mon intervention il est beaucoup plus axée sur une remarque concernant l'importance de la prise en compte ou de la constitution des chaînes de valeur régionales au niveau africain pour améliorer la résilience de l'Afrique par rapport aux crises internationales. Le fait est que dans la dernière décennie, l'Afrique ou le monde ont été confrontés à des crises qui émanent beaucoup plus, pas de l'Afrique, mais en dehors de l'Afrique. Et malheureusement, on a subi avec ampleur les effets de ces crises. Donc, pour améliorer la résilience de l'Afrique par rapport à ces crises, il est important plus que jamais que soient développées des chaînes de valeur régionales. L'intégration entre pays africains, elle est importante, mais la question de développement des chaînes de valeur régionales, elle est également plus importante, plus que jamais. Pourquoi? Parce que si on évoque par exemple l'exemple des pays de l'Asie, qui maintenant concentre à peu près 46% du commerce mondial, alors que l'Afrique ne représente que près de moins de 3% du commerce mondial, on voit très bien que l'Afrique, il subit avec acuité toutes les crises qui émanent en dehors de l'Afrique,
et que son poids au niveau mondial, au niveau du commerce mondial, n'est pas aussi important. Donc, comment l'Asie a-t-il pu développer son poids et a-t-il également pu développer sa résilience dans ce contexte-là? Je mentionne seulement que pour le cas de l'inflation pour l'année 2022, le FMI ne prévoit qu'un taux de 3-4% de l'inflation pour l'Asie. C'est un taux qui reste des plus faibles par rapport aux différentes zones. Et donc, comment l'Asie a-t-il développé donc cette capacité de résilience? C'est également en améliorant et en soutenant un peu les chaînes de valeur régionales. Les chaînes de valeur régionales, c'est une chose ou elle est d'une importance capitale. Il y a des réelles opportunités en Afrique pour le faire. Il y a des opportunités au niveau des industries agroalimentaires, au niveau des industries pharmaceutiques. Donc, la question de ce développement de ces chaînes de valeur, elle est également à prendre en compte avec importance pour développer l'intégration et également pour améliorer la résilience de l'Afrique par rapport aux crises qui émanent en dehors de l'Afrique. Voilà, et je vous remercie. Merci Madame Mansouri. Il y a d'autres intervenants en ligne. Yuki. Merci. On nous informe qu'il n'y a pas d'autres intervenants. Je souhaiterais donner la parole si des observateurs souhaitent intervenir. Je vois une main au fond de la salle. Vous pouvez rappeler l'institution ou l'observateur? Merci. Ok. Merci, Monsieur le Président. Donc, je me présente, professeur Nabil Jlan, l'ENCG Maroc. Donc, bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier la CEA et le gouvernement sénégalais pour cette invitation, les féliciter pour la qualité de l'organisation, féliciter les panélistes pour la qualité de présentation de rapport. Concernant mon intervention, on parle d'intégration. On sait très bien que c'est un sujet très très important pour l'Afrique. La crise Covid nous a montré à quel point il est nécessaire de mutualiser les ressources et de faire face aux problèmes ensemble. C'est très important. Plusieurs rapports ont déjà signalé les avantages, les défis de l'intégration en Afrique. La ZLECAf, c'était un progrès énorme. C'est également un message fort au reste du monde, mais également à nous, Africaines et Africains, à nous jeunes, de notre volonté et de réaliser l'intégration. La ZLECAf à 25%, c'est très important, mais vous l'avez dit, monsieur le directeur, ce n'est pas du tout suffisant. Moi, j'aimerais bien mettre le point sur un point aussi important, l'intégration des autres domaines, l'intégration financière, l'intégration monétaire. Et pour cela, je rappelle, comme vous le savez tous, que les crypto-monnaies sont en train de faire des ravages au niveau international, très volatiles, très instables, mais également très utiles peut-être pour l'intégration. Un certain nombre de pays africains ont déjà lancé des réflexions sur la possibilité d'adopter des crypto-monnaies ou des banques numériques, des monnaies numériques de banque centrale. D'autres pays africains l'ont déjà même accepté comme monnaie nationale. Et puisque la nature n'est pas le vide, moi j'aimerais bien faire une recommandation, c'est de lancer une réflexion pour la création d'une monnaie numérique commune au niveau africain, une monnaie numérique commune de banque centrale africaine. Pourquoi? Parce que je précise qu'il s'agit bien d'une monnaie commune et non unique. Pourquoi? Pour éviter tous les problèmes de convergence, problèmes de corrélation des cycles, etc. Mais je crois que c'est nécessaire si chaque pays africain fait chevalier seul et choisisse de lancer sa propre monnaie, c'est très coûteux. Et je ne crois pas qu'on a pour pas mal la taille
nécessaires pour le faire. Donc c'est pour cela qu'il est nécessaire peut-être de le faire au niveau africain. Et ça va être vraiment disons, un vrai soutien à la ZLECAf. Parce que le processus, je le rappelle encore une fois, le processus d'intégration, c'est un processus graduel, certes, mais il est aussi parallèle. On peut lancer plusieurs types d'intégration en même temps. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur. D'autres observateurs souhaitent intervenir. Donc nous remettons directement la parole à M. Karingui pour faire suite aux commentaires et aux observations qui ont été formulées par les différents délégués. Thank you very much, Chair. And let me also thank the distinguished delegates that have raised very pertinent questions. It will take us another presentation to go into details, the questions that were raised. But what I'll try to do is, hopefully in answering one, I'll answer another one. So if I take the case of Egypt, so essentially there was a recommendation that we go towards a commodity exchange. I think that's something that, of course, makes a lot of economic sense, including the efficiency question. But from the Secretariat point of view, what I would want to mention is that 2 days ago, we issued a press release on the Africa Trade Exchange, which is a collaboration between the ECA, Afrexim Bank, and the AFCFTA Secretariat. And essentially what the Africa Trade Exchange is doing is, in fighting the Ukraine crisis, we are asking the question, are there countries in Africa that today produce fertilizers, a case in point? And then we find that Morocco does, Nigeria does, Kenya does. We also find that a lot of the ingredients that go to fertilizer production also exist in large quantities within the continent. For instance, the example of potash in Namibia. And so today, many African countries are facing the challenge of very high prices when they go to the commodity houses looking for fertilizer because of the shock that is created by the Ukraine crisis. And so we are saying, why don't we have all the African countries that want to import fertilizer, or that need fertilizer for that matter, they aggregate their order book, just like we did under the Africa Medical Supplies platform. They aggregate their order book, and then they go to the African countries that are producing fertilizer and say, can you please offer us fertilizer at competitive prices, given this huge order book? So we believe that this would be a step towards addressing the challenge that you raise about the exposure and the vulnerability that African economies face whenever there is a commodity shock. This is one. But I think your proposal, which is a much more deeper solution to this, is something, of course, the Secretariat can look at. But I wanted to respond to this question because it also came up, I think, from Cote d'Ivoire earlier, and I wanted to respond to this. Now, Namibia does actually ask us whether we have identified the barriers where we are not integrating fast. Our report does talk about the infrastructure gaps. We talk about the issue of financing of this infrastructure. These are some of the things that are holding back the move of deeper integration. There are still policy issues. Botswana has raised a very interesting point about the rules of origin. As you know, according to the
to the modalities of the AFCFTA. We are supposed to do 97% opening up of the market, but the rules of origin that have actually been agreed today, they are not yet up to 97%. They don't cover up to 97%. So this is a policy issue. This is a policy issue, which of course does actually hold back the space at which we integrate. Now, the side event that I mentioned to you that will happen on Sunday is also going to address some of these issues that are holding back integration, especially in the area of services. Now, Namibia also talked about pooling our resources, the question of how do we address these shocks. And again, I just want to emphasize that Africa has demonstrated its capability and its capacity to deal with these shocks. What we need to do is how do we ensure that the solutions that we have come up with outlive these shocks and they become legacies of every day. And I think the things that have been done under the COVID issues, be it AVAT, AMSP, and also what we are doing on the Africa Trade Exchange platform, we believe these are going to give us full solutions to dealing with the challenges in future. Thank you, Burkina Faso, for affirming that it is important for us to think about security as we talk about regional integration. You did, however, actually raise the issue of political will. You are the member states, so I don't want to second guess you whether we have political will, but from where I sit as a technical person within the Secretariat, I think we have political will. Otherwise, we would not have been able to get a full negotiation of the AFCFTA, and also the kind of ratification that we have, and also the implementation that we see happening. Obviously, the Secretariat will continue to work more on advancing the work, and where, of course, you believe as member states there is an issue of political will, we believe the dialogues between yourselves can help resolve that. And I think that's what Benin was saying. Benin, you talked about the dialogue between countries, and I think that addresses the question of political will. And I think you may probably have talked about this issue in the context of the AFCFTA because of the issue between, you have not, Benin has not yet ratified the AFCFTA. You continue with the dialogue on this issue of the AFCFTA. It's also linked to the question of the rules of origin that was raised by Botswana. I don't think it's a question of political will. There is commitment by the countries, but I think there are those outstanding issues. Senegal, just quickly, it is true that we need tools to better understand our regional integration and also our trade agenda. I think I could say with certainty and without contradicting myself that I think your Secretariat uses state-of-the-art tools in informing most of the things that we bring before here. However, the challenge we have is that we need each and every country's data to be accessible for the utilization of those tools. Just to give you an example, if you want to understand the question you raised, Senegal, about goods and services, there is a database we call Trade in Value Added. Trade in Value Added basically allows you, it's a tool that allows you to understand what is the service content, what are the intermediate inputs that go into the production of anything that you export, including what you import and then use to produce for export. Now, very few African countries have a trade in value added database, and this is because the supply and use tables, which are based on the national accounts, do not exist,
And if they exist, probably they are dated because maybe you're using national accounts standards that are much older than what we need now. So the Secretariat has the tools, but to be able to utilize those tools for the benefit of the member states, we need to have access to the statistics and the data. And that is why we need to work very closely with you on that. This will also allow us to deal with the question of revenues when it comes to opening up trade, because it's a big issue. Mauritania, we take your case. I think this was raised from the beginning, the question of regional value chains. And I think I just want to agree with you, we need to work more deeply on that. I've handled the question of Botswana. You basically ask whether we have a strategy. Just to tell you that through our sub-regional office for Southern Africa that is based in Lusaka, we actually received a request from Mauritius to look on this issue of rules of origin in the context of the AFCFTA. Obviously, the AFCFTA Secretariat has been working hard to try to deal with the outstanding issues because you know the sectors where this is a sticking point. So Mauritius has sent a request to the Executive Secretary in exactly the same issue that you have asked. And I can inform you that we're in the process of responding positively to that issue. Morocco, you basically agree with Mauritania that we need regional value chains for resilience, so I'm not going to revisit that. However, we need our member states to be at the forefront on the debate, because of course at the international level, there is this tension between global value chains and regional value chains. Everybody is saying, if you shorten the regional supply chains, it means you are going to introduce inefficiencies in the performance of our economies, especially the global economy. But what we have seen is that if we put efficiency ahead of resilience, it's us Africans who are suffering. So as we debate at the global level on this question, I would want to believe that the member states will articulate why they believe that the regional value chains are critical for resilience, because they also come at a cost of economic efficiency. That we know, because you may not necessarily be able to access the most competitive intermediate input for the production process. So there is that question. And finally, the professor from Morocco, the issue of payment systems at the moment is being handled under the Pan-African Payment and Settlement System that was launched by the Afrexim Bank and the AFCFTA Secretariat. But essentially, you are saying, even for the PAPs to work, we probably need to think of the central bank digital currencies, and you're asking for a continental one. I think I'll leave that to the DES maybe to want to talk about that from a monetary policy point of view, a macro policy point of view. But your point is well taken, that integration cannot happen properly without a good payment system. And there are intermediate solutions that have been proposed in the context of the AFCFTA, including the Africa Trade Exchange Platform that I mentioned when I responded to Egypt. It's going to be linked to the Pan-African Payment and Settlement System, such that we don't need the dollar or the euro to trade. We can do it with our currencies and have the clearing at the end of the day in our domestic currencies. So, Chair, I will stop here, and thank you very much. Merci, M. Karingui, pour la présentation ainsi que les réponses apportées aux différents commentaires et observations. Si vous en convenez, on n'a pas pris pause déjeuner pour certains. Je suggère qu'on suspende
la séance pour le déjeuner. Et je vous invite à reprendre nos travaux à 15 heures pile et je compte sur votre compréhension. Merci encore une fois à toutes et à tous d'avoir bien voulu prendre part à nos travaux. Et je vous souhaite bon appétit. Maintenant, Yuki va vous donner les lieux où la pause déjeuner se fera. Yuki, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, le lieu, c'est important pour qu'on puisse, vous puissiez prendre un déjeuner. Donc, le déjeuner serait généreusement offert. Merci beaucoup, Monsieur le Président, au gouvernement sénégalais. Le déjeuner sera généreusement offert par l'État hôte, par le Sénégal. Et ce serait au restaurant qui s'appelle Savane, juste à côté de la zone d'enregistrement où vous avez passé ce matin. So the lunch is generously offered by the host country. Thank you very much to Senegal. It's taking place at the place called Savane, close to the registration area where you passed through this morning. And Asher will escort you to that area. Vous êtes guidé vous serez escorté au déjeuner. Donc vous sortez de la salle et il faut sortir de bâtiment. Merci beaucoup, bon appétit à tous. Merci Yuki. Recording stopped.
Ici. 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 Wow. CE. CE. Ici. CE. CE. C. C. C.
C, E, C, E, C. C, C, E. C, E, E, C. C, C, S, S, C, 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 X, C, E, C, E, C, E, C, 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 E, C, E, E, C. C, 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 E, E. C, E, et C, et C, C, E, C, E. C, et C, C, et C, et C, 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 E, E, E. C. non am na ci nga xam ne jaru ko de parce que day dawaat léegi fayal bi. C, E, E, C, E. Et C, et C, Elle est là-bas. et C,
Et C. C. Et C. Et C. C. Et C. C'est bon. C, E, E. C, E, E, E. Test, test. Non. Ah, vous avez réduit le volume. Test. Test. Test, test. C. Test, C. 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 E. Test. Test C. Test C. Test C. Test C. Test C. Test C. Et C. Et C. Et C. Et C. Et C. Et C. Test. Test C. Test C. Test C. Et C. Et C. Test. C. C. Test C. Et C. Test C. Et C. Test C. Et 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 C.
ici, 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 C, E, C, 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 ici, C, E, ici, C, C, ici, C, oui, ici, 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 C, ici, 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 C, E, C, E, ici, pardon, ici, ici, wow, C, E, ici, ici, test C, C, E, ici, ici, test C, ici, 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 test C, ici, 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 C, C, ici, 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 wow, wow. Wow, ici, ici, C, ici, 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 test Ici. C, ici, ici, C, 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 E,
Essai. 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 Essai.
Et c'est similaire. Allah. 1-2, Cameroon. 1-2, Cameroon. Allah. Egypt, can you try? Egypt, okay. Egypt. Okay, I think let's just see all of them. Huh? Cape Verde. JB2. Similaire. 1-2. Similaire. Central Africa. Allah. One, two. Ici. Okay. Ici. 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 Ici, Burkina Faso. Ici, Botswana. Ici, Benin. Ici, 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 Éthiopie, Ici, 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 Gabon. Ici, Gambia. Ici, Ghana. Ici, Ghana. Ici, Guinée. Ici, Bissau, Guinée. Ici, Kenya. Ici, Kenya. Ici, Lesotho. Ici, Libéria. Ici, Libye. Ici, Madagascar. Ici, one. Ici, Mauritanie. Ici, Mauritanie. Ici, Maroc. Ici, Ici, Namibie. Ici, Niger. Ici, Nigeria. Ici,
Allô? Allô? Et c'est Sénégal. Et c'est Galsen. Et c'est. 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 Et c'est Tanzanie. Et c'est Togo. Et c'est Tunisie. Et c'est. Et c'est. Et c'est Zambie. Et c'est. Et c'est Zimbabwe. Et c'est. Et c'est. Et moi. C'est. Et c'est. Et c'est. Et c'est. Et c'est. Et c'est. Et c'est. You are here. Et c'est. Ah. Burkina Faso, Botswana. Burundi, Benin. Benin. Kenya, Angola. Et c'est. Et c'est. Nigeria. Guinée, Et c'est. Et c'est. Ghana, Et Ghana, c'est. Gambie. 1, 2. 1, 2. Et c'est. 1, 2. Et c'est. 1, 2. Et c'est. Et c'est. 1, 2. 1, 2. 1, 2.
Essaie, Mike. Essaie. Essaie, Mike. Essaie, Mike.
them. Rebonjour. Je pense après un repas légèrement copié pour certains, on peut reprendre nos travaux. Merci encore une fois de respecter l'heure de démarrage de nos travaux. Je pense que, comme dirait l'autre, on va arriver au cœur du réacteur nucléaire, puisque la présentation que Madame Morsi, secrétaire exécutif adjoint de la CIA, et en même temps économiste en chef de la même organisation, va faire sous peu, sera au cœur du thème de nos travaux et de la conférence de cette année. Les services techniques, si vous pouvez nous assister encore à nouveau, puisque le service d'interprétation a quelques difficultés. Ok. C'est bon? Ok, on peut démarrer donc. Merci. Je disais que
Je disais que la présentation qui va suivre, qui sera faite par Madame Morsi, secrétaire exécutive adjointe de la CIA et économiste en chef, est au cœur de nos travaux, puisque cela va porter sur le thème de la conférence financement de la relance en Afrique, trouver les solutions innovantes. Donc je voudrais rappeler et insister là-dessus, puisque ça devra nous structurer nos débats et nous aider à faire de bonnes formulations et de recommandations pour les autorités, pour la réunion ministérielle. Je voudrais, sans plus tarder, donner la parole à Madame Morsi pour faire la présentation sur le thème de notre conférence. Merci encore, Madame. Good afternoon, everyone. Excellencies, distinguished guests. I will take you now through a presentation of the theme of the conference. If we can have the slides on. Okay. So the theme for our conference here was chosen as Financing Africa's Recovery, Breaking New Grounds. Can you hear translation? Okay, we'll look into it right now. Pour permettre de faire l'interprétation dans les meilleures conditions. Ah. Okay, can you hear me now? Oui. With translation? C'est bon, Madame Morsi. Okay, very good. So the theme is Financing Africa's Recovery, Breaking New Grounds. This theme was chosen even, earlier on before all the latest development. Okay, so even before the pandemic, Africa had huge development financing needs. In terms of financing needs for infrastructure, it's estimated that Africa needs 130 to 170 billion US dollars a year. For education, we have a financing gap of 39 billion a year, and for health, 66 billion US dollars for health gap, to finance the health gap. In addition to that all, Africa needs around 3 to 5% of GDP, Africa's GDP, to actually finance the climate action that is required. This was even further complicated by actually the pandemic, and then later the other shocks that came. So the pandemic led to the worst recession in half a century for the continent, and we saw a contraction of 3.2% in 2020. And then we had a moderate recovery in 2021, and we were expecting that recovery to continue in 2022. Of course, the governments, African policymakers needed to spend more to mitigate the socioeconomic impact of the pandemic, which basically translated into higher fiscal deficits. So we've seen fiscal deficits doubling. As a result, we've seen levels of debt to GDP rising quite fast. And perhaps the most worrying impact of the pandemic has been the regression of very hard-won gains
that the continent managed to achieve in terms of poverty reduction. So the pandemic actually reversed those gains. We've seen 47 million being pushed into extreme poverty. And we have also seen an increase of the new poor by 55 million and 46 million being actually at risk of hunger. However, afterwards with the recovery starting to take place, further challenges came that complicated the situation. Among them was first the issue of higher global inflation, and which also meant that central banks in Europe, in the US, and elsewhere were tightening interest rates, and basically that increased external borrowing costs and raised the risk of capital reversals, which really affects developing and emerging markets. On top of that, then came the war in Ukraine, which besides the fatalities that we have seen in terms of loss of lives and so on, has huge economic implication, particularly for the continent. So it basically escalated and compounded the challenges, socioeconomic challenges, and we have seen prices reach historical highs in terms of commodity prices. So we have seen oil prices reach the highest level initially since 2008 and then moderated a bit. So now it's the worst or the highest since 2014. And we have seen also the prices of fertilizers double. We have seen increase overall in food prices. And as you can see here, because Russia and Ukraine represent a large share in terms of production of commodities, representing a third of, for example, for wheat and maize, and 20% for barley, and Russia is a significant second highest exporter of oil and largest exporter of gas. So all this translated into much higher global prices for oil, gas, and food. Same thing as we mentioned for fertilizers. This, of course, all these issues are contributing to the trends that we have seen in terms of rising inflation and higher exchange rate volatility. And this also particularly affects countries that are commodity dependent and tourism dependent. A factor that really kind of particularly aggravates the impact of the war in Ukraine is the fact that African households spend a significant share of their expenditures on food relative to countries elsewhere. So on average, in Africa, around 42% of all the household expenditure are actually on food, and in some countries it's above 70%. These countries include Angola, South Sudan. So that means that such a shock translates into hurting the most vulnerable, and means that the socioeconomic implication is even greater. At the same time, this will exacerbate the risks of hunger and undernourishment. And this has already, even before the war in Ukraine, this was an issue that has been further worsened by the pandemic. So we have seen already a large increase of those people that are undernourished due to the pandemic. And the other issue is around 80% of those countries that are actually
85% of those that are at risk of hunger are concentrated in about 15 countries. And those 15 countries, many of them have been quite hit by the war in Ukraine because they are heavily dependent on imports from these two countries. That really leaves, the policymakers, whether ministers of finance or ministries of economies, with very tough policy challenges that they need to, trade-offs that they need to deal with. So basically, they need to weigh between issues, the need of fiscal consolidation, given the large, the deterioration that we've seen in fiscal deficits over the last few years, but at the same time, they need to balance that with the need to really mitigate the impact and enhance the social safety net and protect the most vulnerable. At the same time, also, the current global architecture in terms of availability of for countries to deal with debt issues or debt stress issues really have some factors that make it more difficult because basically if any countries consider to go that route, it has implications, for example, on their credit rating, on their ability to access market, on how fast the process can be expected to be completed in. And then, of course, there is also the need to weigh between very high cost of debt that has been rising, especially for countries that have been borrowing externally, versus actually the very binding constraints that they are facing in terms of the need to manage the economic recovery and protect the most vulnerable. And particularly with middle-income countries as a result of the war in Ukraine, they have less access to concessional financing, and they have been facing very high and rising cost of debt in terms of access to market. So that basically is even further complicated by the fact that these market access countries are facing a huge wall of upcoming external repayments at a time where we have all this financial tightening and more challenging global conditions in terms of getting financing at an affordable rate. So actually for this current year, it's estimated around $20 billion are due in debt repayments and interest repayments for African countries who are borrowing from markets. So it's very large, and it's a very really challenging situation for them to have to deal with this at this point in time. Then the situation also is further compounded by some structural issues, and these include issues that has to do with macroeconomic and governance side. So, for example, you have the issue, as we said before, the need to do fiscal consolidation versus the need to do more social spending, but also the need to curb leakages in the system, both through enhancing governance, but also through closing loopholes, and to really enhance the public finance management systems. There is also the issue, which has been there for many years, the low domestic resource mobilization. Part of the challenge, of course, is that Africa have a large informal sector, which actually really kind of reduces the taxable net in a way, in addition to weak tax administration capacities,
And another perhaps leakage is the issue of the illicit financial flows that are estimated at around 83 billion annually. Of course, some of the things that here also does not help is the low level of capital market, domestic capital market development, which could be a way to enhance the financing options available. And also on the other side, the issues of access to finance, basically, as we mentioned, costly financing options from market, and basically challenges in mobilizing climate finance relative to what is available for other regions. So as a result of all this, we've seen basically the development financing needs for Africa even increase more. So pre-pandemic, there was already a need to financing SDGs of about 200 billion annually. This has actually risen by 154 billion post-pandemic. And if we add also, there are also needs that are related to recovering from COVID, that's even larger. So perhaps in terms of, okay, how do we respond to the crisis in the short term? Here, what we see on this slide are actually asks that were tabled and put forward by the working group that I had referred to earlier by the African Ministers of Finance, where we had a meeting with them on that working group on the global financial architecture during the spring meetings. And these were the asks that were adopted by the group and put forward for the IMF spring groups and with discussions with the IMF managing director. And these include on the issue of debt service relief and restructuring, basically the need to make the G20 common framework actually quickly operational and function better, to extend the debt service suspension initiative by another 2 years and allow the option of basically reprofiling the payments for 5 years after this extension, and to waive the IMF surcharges for 2 to 3 years, as given what we have mentioned before, for example, on the issue that this is the nature of the crisis, that this is a global crisis. This can help many countries that will need higher financing to actually be able to get that without having to incur large payments of surcharges because of limits of access. Then in terms of the emergency financing, to basically enable governments to access emergency funds and perhaps repurpose committed but undispersed amounts from World Bank and multilateral development banks, and for the IMF, a call to issue new SDRs and to quickly consider program augmentation and raise the access limits, which was raised until 2023 for another 2 years. Then also on the issue of rechanneling SDR, some of the things that the asks that were specifically put forward include the need to recapitalize MDBs, African MDBs, and to channel a portion of SDRs to MDBs because they have the ability to turn that into more leverage, 3 to 4 times. So that can actually help many of the African countries at scale. And then to support SDR on lending and new issuances. And finally, to immediately deploy the Resilience and Sustainability Trust that was approved by the IMF so that it's operational.
And in terms of other financing, in terms of financing opportunities and the theme of the conference, breaking new grounds, there are a number of areas that can actually help many countries. That, for example, and we look forward to the discussion here, include supporting the liquidity and sustainability facility that the ECA had proposed before, leveraging Afrexim Bank procurement platform that actually was already launched for pharmaceuticals during the pandemic, to advocate for partial guarantees to de-risk and crowd in private sector finance, which will be really key going forward, and to advocate for or to use more liability management strategies to extend maturities. And of course, one of the key things is to increase the availability of concessional financing. So here, for example, supporting a strong replenishment of the African Development Fund would be key. Another area that would be essential would be to scale up domestic mobilization, resource mobilization, and of course that the few low-hanging fruits would include measures to reduce illicit financial flows, to review tax exemptions, to leverage actually vast resources that are available in African pension funds that the current regulations and tools do not really allow them to consider investment options within the continent. And to encourage regional banks to strengthen capacities to develop bankable projects. And of course, and very important, to deepen domestic capital markets. Finally, on the area of leveraging the continental free trade area, what would be really key is supporting the African payment and settlement system, facilitating cross-border payments in local currencies, and it would also help reduce the transaction cost, and to leverage investment platforms to foster more collaboration and integration across countries in the region. Finally, I think what we don't know with what is happening now, the depth or length of the current crisis, and Africa has not still fully recovered from COVID-19. So it would be key to make sure that the policies that are taken don't make it worse by, for example, avoiding restrictions on trade restrictions on food, energy, and so on, so that it's not these can basically lead to worsening off for everyone rather than benefits. And to basically make sure also in terms of internal markets that the current whatever shortages or distortions are not, like the market is well regulated, that there are no excesses that just appear because of behaviors to exploit what is going on. And manipulate prices, and to also, of course, continue the focus on diversifying economies, focusing on regional integration, and all this would really help the continent in its recovery going forward. Thank you very much. Merci, Madame Morsi. Je pense, face à un monde en pleine mutation, habituellement, on avait des délais de choc, en tout cas d'intervention de choc très longs. Cette fois-ci, en l'espace de 3 ans, on cumule pratiquement 3 chocs, Covid, la crise en Ukraine et une reprise un peu
de la Covid du côté de la Chine avec le confinement qui pourrait éventuellement accentuer des problèmes de rupture dans les chaînes d'approvisionnement. Et comme vous l'avez relevé, exposer les populations africaines. En plus, vous avez également, face à l'ensemble de ces chocs-là, montré un peu le gap de financement qui est relativement très important afin d'atteindre les objectifs de développement. Et vous nous avez proposé, et j'ai bien apprécié cela, en tout cas, vous avez séquencé, sérié le financement, le type de financement innovant, ce qui relève des pays africains, de la communauté internationale. Et j'ai relevé également beaucoup d'intérêt que vous avez mis, notamment sur les efforts en termes de dépenses fiscales qu'on doit peut-être limiter, tout en ayant un clin d'œil un peu à l'accompagnement qu'on doit faire pour les investissements, mais également le grand intérêt que vous portez sur la ZLECAF. Merci encore une fois, Madame Moussi, pour cette très belle présentation qui a été très claire et très perspicace et qui va certainement structurer le cours de nos débats. Donc, à la suite de cela, cette année, à l'initiative de la secrétaire exécutive, des discussions préliminaires sur le thème de notre conférence ont eu lieu dans chacune des 5, comme vous le savez, les 5 sous-régions, dans le cadre de la série de dialogues en prélude de la conférence des ministres de cette année. Donc, je voudrais inviter M. Jean-Luc Mastaki, directeur par intérim du bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique centrale, à nous faire l'économie du compte-rendu de leur discussion au nom des 5 directeurs des bureaux sous-régionaux de la CEA. Monsieur Mastaki, pardon, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. As you've said, my presentation will summarize the uptake of the wide sub-regional consultations which were organized by the SROs, the sub-regional offices of ECA, on the theme of the conference of the minister of this year. As ECA wanted this theme to be owned by the sub-region and then have discussion easing the participation of delegates from our different sub-region during the discussions which will take place here. My presentation would actually dwell on the objective of these consultations and also present the landscape of financing at sub-regional level as it emerged from the discussion, but also underline the main messages which came from the discussion before underlining main recommendations which were related to harnessing opportunities arising from the special drawing rights, but also mobilizing climate financing and making good use of the old money. After that, I will make a conclusion about the way forward. The objectives of our consultations, which took place in East, Central, West, and North, and Southern Africa, was actually to popularize and socialize the theme of the Conference of Ministers and make sure issues which will be discussed in Dakar are familiarized with the different stakeholders at local level. Secondly, ECA wanted to understand the issues and the financing landscape at sub-regional level while identifying key measures which would help each sub-region and the region as a whole to mobilize innovative finance and bringing on board the private sector and other stakeholders which will help finance SDGs and also the recovery of the continent. And lastly, the objective was also to enable different participants to discuss and prepare themselves as an input to the dialogue which will take place here.
Our policy dialogues were multi-stakeholders events where not only the private sector participated, but also the UN cities, UN country teams, and civil society organizations, including youth and women organizations, to try and have a broad ownership of this theme. As you can see, from Kigali to Lusaka, Rabat, and Niamey, we organized both virtual meetings and also in situ meetings, which allowed us to have hundreds of participants owning the process and giving us their views on the sub-regional insight about this theme. From the discussion we had with different stakeholders, the presentations and other debates end up concluding on the financing landscape facing many challenges at sub-regional level. These challenges include a huge SDG financing gap. Actually, the needs were at 200 billion before the pandemic per year if Africa is to finance its SDGs. But with the pandemic, 150 billions, additional 150 billions are required if Africa is to finance its Agenda 2030. There is also a rising of the debt crisis, actually led by the pandemic and its effect on the continent. The public debt is evolving in most of our sub-region towards commercial borrowing. Commercial borrowing has increased from 17% of total external debt to 40% between 2000 and 2019. Our countries and sub-regions are still struggling with low domestic resource mobilization capacity. Their capital markets are still underdeveloped. And looking at how they are harnessing, mobilizing external financing, we still have a lot of shortfalls. The private sector access to finance is actually constrained by high interest rates and high risk profiles of countries and sub-regions, but also we have a high default rate in many countries. The private sector credit to GDP is still low in our sub-region, and as the DS was saying, the Ukraine-Russia crisis is not helping this matter. It may worsen the situation. Is this finger king? Yes. Main messages which came from our different sub-regional consultation from North Africa will be harnessing digital finance and support to small and medium enterprises and youth employment as a strategy to financing actually the SDGs post-COVID. Eastern Africa focused, recommended to mobilize innovative financing, digital instruments, deepening financial market and private sector involvement in support of the broad CFTA markets in Africa. While West Africa called upon Africa to mobilize global partnership for sustainable development and take into account the special needs of the Sahel region. Central Africa emphasized the need to harness natural capital and green financing toward expanding financial space for economic diversification led by inclusive industrialization. While our consultations in Southern Africa called upon our countries to harness accessing affordable finances for SMEs and mobilizing special drawing rights and financing regional value chains toward inclusive industrialization. Yes. The key message on harnessing opportunities from the special drawing rights is that the sub-regions understand very well but that this mechanism is made to provide short-term liquidity to countries. But there is a way of managing and deploying it very efficiently so that it can impact on long-term growth and the resilience of the continent. While this is meant, as I've said, to financing short-term needs of our countries, we need really to make sure the process of making ready this money available is fastened
so that country can have access to the resources and use them timely. We need also to encourage, as the DS have said again, encourage the developed countries to use their special drawing right to finance and lend it to African countries, essentially through supporting institutions like the African Development Bank, which can then innovatively define a way of channeling them for development. Our consultations also underlined the fact that most of our sub-regions and countries have a majority of young population with special needs. If we have to harness a demographic dividend, then we need to find a way of mobilizing the special drawing rights to support this category of our population and their special needs. The need to mobilize climate financing. Countries and stakeholders in our sub-regions underlined the need to improve awareness raising on climate change and the related financing opportunities, build capacity of our countries and other stakeholders so that they can mobilize mechanisms such as carbon credit, carbon market, and other green bonds. We need to identify innovative ways to deploy part of this special drawing rights to tackle issues related to adaptation and mitigation of climate change. While most of our countries and sub-regions are now investing more in a circular economy, we need to find a way of harnessing this and channeling financing to that sector. In order to expand our fiscal space, there is an urgent need to define forms of taxes on key processes which are having negative impact on climate change and environment in our countries. And again, we need an African declaration, as we did for agriculture through the Maputo Declaration, or for health through the Abuja Declaration. We need a declaration which would allocate a certain and agreed upon segment of our budget to tackle issues of climate change, adaptation, and mitigation. There is a way of mobilizing the abundant old money which is available on the continent. Here, countries are endowed with rich natural resources and mineral resources can use mineral commodity price boom to repair damaged fiscal situation while trying also to attract FDIs and stabilize their macroeconomic situation. We need to encourage our countries for prudent use of available funds and also mobilize resources such as pension funds and insurance funds to invest locally. The issue related to illicit financial flow have been underlined here. We need to strengthen good governance to address the issue related to tax evasion and fiscal leakages so that Africa can finance its development using internal resources. We need indeed, on the same vein, to strengthen our budgetary process, bringing in more effectiveness, transparency, and efficiency, and try as much as we can to broaden our tax base. And here we need to discourage some countries from providing generous tax exemptions when the private sector doesn't really need this, and try and promote tax policies which would lead to formalization of our many SMEs, which are actually the backbone of our economic structure. New grounds and niches for financing recovery in Africa. We need to go into the digital space and mobilize domestic resources related to e-commerce, but also using digital tools to try and expand our fiscal base. We need to build sovereign wealth fund and harness the financial resources we can mobilize from our natural resources. We need to reduce on the inefficiency in government expenditure and try and, as much as we can, to plug some financial holes and reinforce our domestic resource mobilization to own the development process of the continent. We definitely need to tap into existing opportunity on financing climate change and use the special drawing rights
as an additional resource to address development needs of the continent. Our discussion concluded that we needed to strengthen sub-regional perspective in all the discussion we are having on financing, making sure that financing sub-regional dimension and issues are put on the table when we discuss big questions related to this financing question. And the conclusion would be that structural transformation and market integration would be the best way to fasten resilience within Africa's development. Here we need to promote inclusive and sustainable industrialization, strengthen modern service development in the continent, and make sure we don't rely much more on raw material, which are bringing vulnerability to our economies and actually putting pressure on our fiscal space. We need once again to fasten the continent integration and support the CFTA, the African continental markets, as a way of strengthening resilience on the continent. We are urged also to promote financing for regional value chains as a way of supporting productive capacity in building the African common market. We need also to harness and strengthen regional payment system as a way of promoting our intra-regional trade. And then need to leverage and build on the booming digital economy, especially build on the digital finance to drive trade and investment. While SMEs are the backbone of our economies, we need to make sure that they are part of and parcel of our effort towards building the African market. This is basically what we discussed in our different sub-regions, and I take this opportunity to thank all the directors of the SROs who input to this presentation as it's a all SROs presentation. Thank you. Merci beaucoup, M. Mastaki. Je voudrais vous remercier pour la présentation au nom des 5 bureaux sous-régionaux de la CIA. Donc, Madame, Messieurs les délégués, on est arrivé au terme des 2 présentations qui sont prévues à cette étape-là. Celle de Madame Moursi sur le thème central de notre conférence et la présentation qu'on vient de suivre au nom des 5 bureaux sous-régionaux de la CIA, faite par M. Mastaki. Donc, on va ouvrir les débats et on commence comme indiqué ce matin par les États membres, les délégués des États membres qui sont dans la salle, suivis de ceux qui sont connectés. Après, on ouvrira les débats aux observateurs. On va commencer par le directeur général de la planification, délégué du Bénin. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vraiment féliciter Madame Morsi pour la qualité de la présentation qui est très claire et que j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre. J'ai 3 commentaires que je voudrais faire rapidement. Le premier, le Bénin a négocié avec le Fonds monétaire international il y a, disons, environ 2 semaines, un nouveau programme innovant qui a permis au pays de lever 700 millions de dollars
avec un décaissement de la moitié sur la première année, donc sur cette année 2022. Alors je le souligne parce que nous parlons justement de mobilisation de ressources pour pouvoir financer la reprise. Et en juillet passé, donc quelques mois plus tôt, nous avions fait une opération aussi sur le marché international pour lever des ressources destinées au financement des projets à fort impact sur les ODD. Ça, c'était 500 millions de dollars sur 12 ans. Alors, je partage cela pour dire que dans ce contexte, notre souhait, c'est vraiment que l'accent soit mis sur l'accès aux nouvelles ressources. C'est ça vraiment qui va nous aider à pouvoir nous en sortir. Les solutions qui consistent à demander un allègement de dette, de différer le service, ce devrait être de notre un point de vue des solutions qui vont venir après, mais donner vraiment la priorité à ce qui va nous permettre d'avoir de nouveaux financements. Par ailleurs, le point sur le taux d'inflation, disons l'indice des prix au niveau des différents pays, il faut souligner que dans plusieurs des pays, l'élément qui pèse le plus dans l'indice, c'est vraiment les produits agricoles locaux. C'est ça, dans plusieurs pays. Ce n'est pas les importations, c'est les produits agricoles locaux. Donc, le défi revient à ce qu'on a dit ce matin. Il y a un des délégués qui l'a souligné. Comment est-ce que nous allons pouvoir soutenir la production agricole dans ce contexte de pandémie? Ça, c'est un défi important. Nous avons des tendances inflationnistes, mais je vous assure que si, au cours de cette campagne 2022-2023, nos pays arrivent à réaliser de bonnes campagnes agricoles, les prix vont redescendre. En tout cas, la moyenne des prix va nettement redescendre. Donc, les débats liés au financement de l'accès aux fertilisants, à la disponibilité des fertilisants, et j'ai beaucoup apprécié la recommandation qui a été faite ce matin de constituer des pools pour que les engrais reviennent moins chers aux pays africains. De notre point de vue, ce sont des points très importants qui vont faire infléchir la tendance. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces illustrations. Un autre délégué. Pas un autre délégué qui souhaiterait intervenir. Je présume que les présentations ont été très claires, en tout cas à mon niveau. À mon niveau. Donc je vais remettre sans plus tarder la parole à Mme Moursi, peut-être pour apporter quelques éléments de réponse par rapport à en tout cas la question de notre collègue du Bénin qui souhaiterait, en tout cas des financements qui viendraient peut-être appuyer la production agricole. Comme il a dit, en tout cas en Afrique de l'Ouest, et comme il a dit en particulier, comme il a dit pour le Bénin et pour le Sénégal, si on regarde la structure du panier de consommation, des prix à la consommation, pour nous, 70% c'est des produits locaux. Donc, comme il a dit, effectivement, et comme vous l'avez relevé, l'essentiel de ces produits-là, c'est des produits alimentaires. Donc, si des efforts de financement sont destinés à l'attention de la production agricole, peut-être on pourrait contenir plus facilement, en tout cas, ces tensions qui sont notées au niveau du marché international. Madame Moussi, vous avez la parole. Thank you very much. Thanks to Benin for the intervention. I think what you've mentioned in terms of innovative and new financing instruments that you're using, I think is exactly the type of thing that we need to have
more discussion of this forum, because it's all about also peer-to-peer learning, countries learning from each other experiences and ideas and new financing instruments. So I very much welcome a lively discussion on this and suggestions and experiences to be shared during our discussion this afternoon. So definitely, the other issue is that you've raised is the need for more resources. Totally agree with you. It's part of what we are, part of the things that also were asks that were raised by the African ministers and that the working group I've mentioned. So definitely this would be very important. Part of it is also, the ask to basically more countries to have pledges to basically reallocate the new SDRs for developing countries to actually benefit from. So we've had 2 countries that have done this out of many. So there is a huge room for to increase these resources, which they're already there. What they need to happen is actually to rechannel them for the majority of countries to actually benefit. So that's one. Of course, there is also the call of new SDRs. There is the need to actually have, new instruments and tools. One of them is what you've also referred to, like, for example, having the same procurement platform that was used for pharmaceuticals to be used for fertilizers as well as for food staples. That would also help Africa in terms of dealing with these higher prices. But quite frankly, Africa has all the components that are needed to produce fertilizers. So I think maybe it's also time to actually look at the opportunities of what's happening for us to focus on actually, seizing these opportunities, since the major components that goes into manufacturing fertilizers are produced in the continent. So, we can perhaps enhance the production capacity within Africa so that we have less exposure to such risks of, much higher fertilizers and disruptions in the supply chain, as we have seen now. And I also totally agree with you that tackling the issues of structural issues in agricultural sector, enhancing productivity and efficiency of the sector is essential at many levels. Of course, it's essential for enhancing food security for the continent, but it's also essential because the majority of the population in Africa actually work in that sector. So the only way to actually raise the standard of living is to make sure that you raise the productivity and the capacity and the opportunities in that sector. So we need to definitely pay attention to that, and through, that can be done through many of the things that were put forward. So for example, issues like that I had mentioned before of repurposing funds that have been approved by multilateral development banks but not dispersed. Some of the things that could be considered is what are the urgent needs of countries. Do you want to use it for the sector that this has been agreed to, or you need to prioritize based on the risks that are emerging? So, but absolutely, I think we need to pay attention to that and to be able to charter the way forward and to build forward better. Thanks. Merci beaucoup pour ces éclairages, Madame Morsi. Étant donné qu'il était prévu une réception ce soir et qu'on nous a informé que ça a été le Sénégal voudrait intervenir. Je vais vous donner tout de suite la parole, mais je voulais donner cette information aux collègues. Il était prévu une réception ce soir, mais on nous a informé que ça a été repoussé pour demain soir. Donc on aura un peu plus de temps
Et pour alléger un peu l'emploi du temps de demain qui va être très chargé, on a décidé de rapatrier une présentation qui était prévue initialement demain et à maintenant. Donc, avant d'y arriver, comme le Sénégal souhaite intervenir sur le thème d'aujourd'hui, on va remettre la parole au délégué du Sénégal. Vous avez la parole. Nous, globalement, comme vous l'avez présenté, je pense que les solutions sont de deux ordres fondamentalement. Il y a celle externe, effectivement, il faudra qu'on essaie de revoir la dette sous les différents formats que vous avez bien présentés. Il faudra également que les taux d'intérêt soient revus, essayer de rééchelonner éventuellement la dette, avoir une option globale. Il y a, et effectivement c'est quelque chose d'effectif, la solution des droits de tirage internationaux, droits de tirage spéciaux, qui effectivement sont d'ordre de court terme. On ne peut pas continuellement aller vers ces DTS. Effectivement, c'est la même chose pour la dette. On ne peut pas également, de façon continue, toujours rééchelonner, essayer toujours d'avoir des facilités par rapport aux partenaires financiers. L'autre solution, globalement, je pense que elle est interne. C'est celle qui viendrait de nous. On l'a constaté pratiquement pour tous les pays africains. L'essentiel de nos pays africains disposent de ressources majeures dont les pays occidentaux, de ressources majeures que les pays occidentaux utilisent pour le développement, nous également pour notre croissance et notre développement. Et je pense que le Sénégal a eu, par rapport à l'ajustement de son plan d'action prioritaire, à ajuster son plan de développement. L'idée qui est rajoutée, c'est d'aller vers un développement plus endogène. Un développement plus endogène avec principalement un secteur privé, particulièrement le secteur privé national, qui doit être renforcé. Je précise que dans la première phase du PSE, effectivement, le secteur privé devrait jouer un rôle majeur, mais finalement, ce qui était escompté à ce secteur privé-là était de façon moindre. Finalement, on a été à des taux quand même de participation du secteur privé marginaux. Même si quand même on a eu des taux de croissance records sur la période de mise en œuvre 2014-2018 qui dépassent les 6%. C'est un record. Avec la phase 2, l'idée c'était vraiment de booster la participation du secteur privé. Malheureusement, le problème demeure parce que c'est quelque chose de structurel. Il faut nécessairement un environnement des affaires assaini, il faut un ensemble de réformes qu'il urgeait de mettre en œuvre et malheureusement la Covid est passée par là. Finalement, il fallait revoir le plan d'action prioritaire. L'idée que le Sénégal a eu, c'est d'aller vers une participation du secteur privé d'environ 40% du financement du plan d'action prioritaire. C'est véritablement en termes d'intention. Heureusement, c'est vrai que dans la mise en œuvre, ça commence à venir, mais en tout cas, en termes d'intention, c'est quelque chose qui n'a jamais existé quand même au Sénégal. Maintenant, c'est important par rapport au financement de notre développement. Il faut attirer les investissements, il faut des réformes, mais également, il faut un certain nombre de mécanismes. L'expérience du Sénégal, quelque chose est à relever, c'est que, effectivement, les intentions sont là depuis quelques années. Mais ce qui a manqué, c'est des mécanismes qu'il fallait mettre en œuvre pour véritablement amorcer
le début de mise en œuvre de certains grands projets privés ou sous format PPP, ce qui a manqué quand même depuis quelques années. Fort heureusement, il y a au Sénégal un fonds de préparation des projets qui doit aider les projets privés et PPP pour vraiment les booster, les accompagner pour qu'ils puissent sortir de terre. Ça, c'est un élément fondamental. Et dans ce secteur privé, il y a particulièrement le secteur privé national qui doit jouer un rôle majeur. Deuxième chose, il y a l'efficacité et l'efficience dans la gestion de nos ressources. C'est vrai, on a des ressources intéressantes, importantes, ressources fiscales et autres, au niveau interne en tout cas. Mais ces ressources, l'expérience montre que on pourrait davantage en avoir, on pourrait davantage les améliorer dans la collecte de ces ressources internes. L'autre pan, c'est la dépense. La dépense doit être améliorée. La dépense publique, la gestion de la dépense publique. L'expérience du Sénégal, c'est que depuis pratiquement 5 à 10 années, l'idée qu'on a eue au niveau du ministère de l'économie, c'est véritablement de faire tout pour structurer davantage les projets publics, principalement. Au tout début, c'était principalement des projets publics. Au tout début, on peinait même à évaluer un nombre de projets supérieur à 10. Parce qu'il le faut, avec 500 ou 700 projets, il faut en amont bien étudier ces projets pour qu'ils puissent avoir une rentabilité véritablement maximale. Et l'idée qu'on a eue, c'est véritablement d'avoir une équipe qui puisse vraiment améliorer la structuration de ces projets. Il y a principalement le ministère de l'économie et le BOSS qui participent à ça, et on en est arrivé à structurer plus de 30 projets l'année surpassée, et l'année passée on en était à plus de 80 projets qui ont été évalués et proposés pour inscription. L'idée, c'est véritablement d'aller dans ce sens, de davantage étudier ces projets avant leur mise en œuvre pour que leur impact, leur effet et leur impact puissent être véritablement les meilleurs. C'est véritablement un travail de fond que, en tout cas ici au Sénégal, on est en train de mener. Et je pense qu'à l'échelle, avec les projets interrégionaux, format infrastructure et autres, je pense que l'idéal serait d'aller dans ce sens. Et dans le deuxième point, c'est les projets privés et PPP, pour lequel le Sénégal a commencé également un travail important, et c'est là où véritablement le fonds d'amorçage doit jouer un rôle important, et l'équipe en charge de ce travail également est en train d'abattre un travail important pour la structuration de ces projets. Donc c'est un travail de fond en interne que nous devons mener, et in fine, ouais, merci DG, Président, l'idée c'est véritablement d'amorcer ce rythme, aussi bien en termes de ressources qu'en termes de dépenses, leur efficacité, mais également leur efficience. Et là, comme l'a dit un des prédécesseurs, avec l'orientation à avoir une souveraineté alimentaire, pharmaceutique et sanitaire avec la Covid, je pense que c'est une orientation majeure qu'on devrait avoir en essayant de travailler sur les engrais pour que véritablement on puisse avoir cette autonomie, cette autosuffisance. Parce que la solution principale, il faut le dire, devrait venir de nous. Le problème est mondial. À tous les niveaux, il y a des problèmes, mais au niveau africain, la solution principalement devrait venir de nous, autres Africains. Je vais laisser la parole à monsieur. Voilà. Merci, Président. Je voudrais tout juste compléter rapidement. Je pense que monsieur Cham a insisté donc sur les mesures au niveau interne que les États doivent faire. André, parce que le Sénégal ne veut pas monopoliser la parole. On a suffisamment pris la parole. On vous donnera deux minutes pour vraiment résumer. Parce qu'on va passer à la deuxième parole. Merci. Oui, même moins de 2 minutes, Monsieur le Président. Je disais que donc, mon collègue a insisté sur
l'effort interne qui doit être fait pour mobiliser les ressources. Moi, je voudrais axer mon intervention sur le volet externe, c'est-à-dire l'accès aux sources extérieures de financement. Et je pense que ce matin, le secrétaire général a rappelé le plaidoyer qu'il doit être fait pour la allocation donc des DTS, 20% supplémentaires, mais je voudrais également parler donc des règles de l'OCDE qui, à mon avis, donc pénalisent souvent les États membres donc en matière de financement, les crédits à l'export notamment qui sont chers, les primes d'assurance. C'est à ce niveau-là, je pense également que les États doivent se prononcer pour que les règles de l'OCDE soient en tout cas révisées dans le sens de réduire donc les taux donc qui sont attachés au crédit. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci pour votre compréhension. S'il n'y a pas d'autres délégués, ne serait-ce que sur Internet, en ligne, il n'y a pas de délégués qui souhaitent intervenir. Sinon, comme je l'avais annoncé tantôt, je voudrais d'abord remercier Madame Morsi et M. Moustaki pour leur présentation, notamment sur le thème central. On a bien noté les interventions des délégués du Bénin et du Sénégal qui ont plus exposé l'expérience de leur propre pays en matière de financement innovant en insistant sur des leviers, que ce soit la mobilisation des ressources domestiques, en tout cas une réorientation des ressources vers un secteur prioritaire comme l'agriculture ou jouer un peu sur l'amélioration de l'efficacité de la dépense publique ou la promotion du secteur privé dans nos pays respectifs. Sans plus tarder, je pense, comme on l'a indiqué tantôt, je vais donner la parole à M. Ullmann, chef de la section de l'économie verte et de l'économie bleue de la division technologie des changements climatiques et de la gestion des ressources naturelles, pour nous faire l'économie du rapport de la 8e session du Forum régional africain pour le développement durable. Monsieur Ullmann, s'il est prêt, voilà. Merci. Vous avez la parole, Monsieur Ullmann. Merci, Monsieur le Président. Donc, ma présentation porte sur le Forum régional africain du développement durable. Comme nous avons pu le voir cet après-midi, nous faisons face au niveau global à de multiples crises, ce qui a mis en retard la mise en œuvre des ODD, des objectifs du développement durable. C'est la raison pour laquelle le secrétaire général des Nations Unies a appelé à ressusciter les ODD, car au travers de ces crises, nous pouvons voir la pertinence et une pertinence renforcée qu'ont ces ODD. Au niveau du continent, le Forum africain régional pour le développement durable est la plateforme adéquate et idoine pour tenter de ressusciter, d'accélérer la mise en œuvre des ODD sur le continent en mettant ensemble des parties prenantes, des parties concernées par la mise en œuvre des ODD. Aussi, Monsieur le Président, honorable délégué, j'ai le plaisir et l'honneur de faire la présentation de la 7e édition du Forum africain qui s'est tenue l'année dernière, en mars 2021, à Brazzaville, République du Congo. Cette session a eu lieu sous un format hybride du 1er au 4 mars, accueillie par le gouvernement de la République du Congo, sous le haut patronage de son Excellence, le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ce forum permet d'avoir une position commune africaine en préparation pour le forum de haut niveau qui se tient chaque année à New York au mois de juillet, et permet de porter la voix des pays africains sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable, et également sur les défis auxquels ces pays sont confrontés, et les priorités, bien entendu, qui en découlent. Le thème était de comment mieux construire l'avenir vers une Afrique plus verte et plus résiliente, afin
de réussir la mise en œuvre de l'agenda 2030 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Comme il est de coutume au forum de haut niveau à New York, il est coutume de voir plus en détail un certain nombre d'ODD, d'objectifs sélectionnés. Donc l'année dernière, nous avons pu voir en détail les ODD 1, 2, 3, donc pauvreté, réduction, faim dans le monde, santé, 8, 10, 12, 13, 16 et bien entendu de manière récurrente l'ODD 17 qui porte sur les partenariats qu'on revoit chaque année. Et bien entendu les objectifs correspondants de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce forum est organisé par la CEA avec, donc là avec le pays hôte, la République du Congo, mais également avec des partenaires stratégiques que sont la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et l'ensemble du système des Nations unies. Le forum a permis un dialogue de haut niveau au travers bien sûr de sessions plénières et de sessions parallèles, mais également de l'organisation d'un certain nombre d'événements et d'ateliers, notamment sur les revues volontaires nationales, les revues volontaires régionales, les principaux groupes de la société civile, du secteur académique et du secteur privé. Les principaux événements étaient la deuxième édition de la plateforme de coopération régionale qui permet, avec l'ensemble du système des Nations Unies, d'avoir une discussion commune de toutes les agences onusiennes sur les défis auxquels sont confrontés les pays du continent. Donc nous avons pu avoir cette deuxième édition. Donc c'est la réponse de l'ensemble du système des Nations Unies aux enjeux et défis du continent. Le forum sur la science, la troisième édition du forum sur la science et technologie. Également le lancement du rapport sur mieux construire l'avenir pour une Afrique plus verte. Et également la dimension régionale du dialogue sur les systèmes alimentaires, qui était un dialogue initié par le secrétaire général de l'ONU. Les principaux... Ce forum a permis d'atteindre un certain nombre d'objectifs, notamment la signature d'un mémorandum d'accord qui a permis de lancer le Centre africain d'intelligence artificielle qui est basé à Brazzaville et ce qui permet de mieux tirer profit de l'intelligence artificielle pour accélérer la mise en œuvre des ODD. Donc c'est un centre qui est tout nouveau, qui a une dimension continentale, qui est bien sûr basé à Brazzaville, mais qui vise à rayonner sur l'ensemble du continent. Bien sûr, le renforcement des capacités des 10 pays africains qui, l'année dernière, ont conduit des revues volontaires nationales, mais également, et de plus en plus, un soutien aux localités qui conduisent des revues volontaires locales. Donc nous constatons, nous observons une accélération de l'appropriation, de la mise en œuvre des ODD au niveau local, ce qui est un excellent point, et la CEA accompagne cette accélération avec notamment des guidelines, un guide au niveau continental afin d'apporter beaucoup plus de cohérence et également d'échange d'expériences entre les localités africaines. Donc ça permet vraiment d'accélérer, d'augmenter la domestication de ces ODD au niveau local sur l'ensemble des territoires. Également, les pays, les États membres ont eu l'occasion d'échanger des expériences réussies, mais également des échecs et les leçons tirées de ces échecs-là sur la mise en œuvre de ces deux agendas, ce qui a une très grande valeur pour nos États membres et pour aussi les autres parties prenantes. L'adoption de la déclaration de Brazzaville, qui
mettait en lumière les options clés, les options politiques clés de politique économique et sociale et environnementale au niveau régional, national et bien sûr global. Et ça constituait un des apports de l'Afrique au Forum de haut niveau de New York de juillet 2021. Sur le site de la CEA, vous trouverez toute la documentation afférente relative à cette session, avec l'ensemble des messages clés. Là, je ne vais pas présenter l'ensemble des messages clés. Je vais juste sélectionner certains messages, notamment un soutien focalisé sur la protection du bassin du Congo, et notamment qui inclut la conservation des tourbières du bassin du Congo. Les tourbières ont été récemment, c'est assez récemment qu'on a mieux saisi l'importance que cela représentait pour l'ensemble de la planète. Les forêts du bassin du Congo représentent le deuxième poumon de la planète, mais les tourbières du bassin du Congo s'étalent sur 150 000 km² et séquestrent l'équivalent de 30 milliards de tonnes de carbone, ce qui représente à peu près 3 ans d'émissions globales de la planète. Donc ce carbone qui est séquestré par ces tourbières constitue une bombe à retardement si ces tourbières ne sont pas gérées convenablement et si effectivement ces tourbières libèrent ce carbone-là. Donc un risque extrême et réel et très important pour la planète, et effectivement, qui a comme corollaire des implications en matière de financement de la gestion de ces tourbières. Donc un défi très important pour le continent, mais également pour la planète. Également un message, les États membres et les parties prenantes ont réaffirmé l'importance d'intégrer les CAF, la zone de libre-échange continentale, dans les politiques nationales. C'était un message très fort de cette 7e édition, et également un moyen de mieux répondre à la crise du Covid-19. Également, un message très fort venait une plus grande, un accaparement même de la part des représentants de la société civile de cette plateforme pour effectivement mieux mettre en œuvre avec les États membres, avec le secteur académique, avec les représentants du secteur privé, mieux mettre en œuvre les ODD. Très brièvement, je vais, dans les 2 minutes qui me restent, Monsieur le Président, faire une petite présentation de la 8e édition qui s'est tenue début mars de cette année-là, qui s'est tenue à Kigali, au Rwanda, où là aussi nous avons adopté les messages clés de cette 8e édition, avec notamment la signature d'un mémorandum d'accord entre les deux bureaux, le bureau sortant de la 7e édition, le bureau entrant de la 8e édition du forum régional, sur la tarification du carbone et les crédits carbone en Afrique, et particulièrement sur le bassin du Congo. Donc là aussi, on voit que le forum et ses parties prenantes ont vraiment mis un accent très fort sur cette question du bassin du Congo, sur la question de la tarification des crédits carbone et sur l'importance que cela représente pour l'ensemble du continent. Également des choix stratégiques très forts sur une alliance des universités entrepreneuriales en Afrique, mettant l'accent sur l'importance de la notion d'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse, au niveau de l'éducation, au niveau de l'éducation supérieure, pour vraiment, et c'est en lien avec le 3e point sur la technologie, sur la relation entre la technologie, le développement et le transfert de la technologie au travers de réseaux africains, pour vraiment mettre en lien l'entrepreneuriat, la technologie et le développement durable inclusif et la réalisation donc des objectifs de développement durable. Bien entendu, cette année, il y a eu plus de pays africains
qui ont conduit des revues volontaires nationales, 21 pays africains, donc là aussi un soutien accentué à ces pays-là, mais également, comme je le disais lors de la précédente édition, un soutien aussi aux cités et aux localités. Troisième point, là également, les États membres ont continué à échanger et on a échangé les expériences réussies et également, comme je le disais, les expériences moins réussies avec les leçons apprises, avec, comme c'est de tradition, un focus sur un certain nombre d'ODD qui étaient cette année les ODD 4, éducation, 5 genres, 14 et 15, vie sur la Terre et dans les océans, et bien entendu, de manière récurrente, l'ODD 17 sur les partenariats. À la fin du forum, nous avons pu proclamer la déclaration de Kigali, qui également présentait les options clés pour mettre en œuvre les ODD au niveau national, régional et au niveau global. Et en juillet 2022, avec le bureau du forum, de la 8e édition du Forum régional africain sur le développement durable, nous allons présenter cette déclaration à New York. Là aussi, je termine par 2 ou 3 messages clés tirés de cette liste. La question de l'éducation a été, encore une fois, présentée comme un levier clé et fondamental pour cette transformation au niveau du continent, pour mieux tirer profit de l'évolution et des défis auxquels nos pays font face. Donc là, j'en ai parlé, avec une dimension entrepreneuriale très importante, une dimension technologique fondamentale. Également, le développement, des marchés carbone et de la tarification carbone et éventuellement la mise en place d'un marché carbone au niveau du continent. Voilà en quelques mots, très rapidement, dans le temps qui m'était imparti, Monsieur le Président, un aperçu de ce qui s'est passé à la fois à Brazzaville en 2021 lors de la 7e édition du Forum régional et également très brièvement lors de la 8e édition à Kigali, au Rwanda. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup encore une fois, M. Ullmann. On avait prévu de faire la présentation demain, mais on vous a demandé de le faire aujourd'hui. On vous a pris au dépourvu, mais vous avez su répondre à cette invitation pour permettre d'alléger l'agenda de demain qui concernera principalement les questions statutaires. Maintenant, à présent, on peut ouvrir le débat général sur la présentation que M. Ullmann vient de faire. Il n'y a pas d'intervention dans la salle. Ah, merci le Bénin. Vous avez la parole. Merci, je remercie monsieur pour sa brillante présentation. Alors, dans la présentation, il y a un point qui a vraiment attiré mon attention, c'est celui concernant la tourbière du bassin du Congo dont vous avez parlé.
et le risque que cela représente pour la planète. Alors, je ne sais pas si vous pouvez partager avec nous tout ce qui est fait aujourd'hui pour que ce risque soit contenu et pour que tout ce carbone séquestré dans cette tourbière puisse être maintenu à sa place et que la planète en soit préservée. Merci. Merci. Chef délégué, notre délégué qui souhaiterait intervenir. Quelqu'un qui veut intervenir. On prend quelqu'un qui veut intervenir en ligne. Il faut qu'on lui demande d'identifier si c'est un État membre ou observateur. Peut-être c'est El Mansouri Amal qui avait parlé ce matin. El Mansouri, sans le prénom, nous a été donné, qui souhaite intervenir en ligne. Vous avez la parole. Si vous pouvez également vous identifier, vous présenter, pardon, on pourra savoir est-ce que vous êtes État membre. Bonsoir. Bonsoir. Ok, c'est toujours... Je pense bien ce matin. Oui, allô? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous perd de temps en temps, mais ça vient quand même. Ok. Alors, je voulais réagir par rapport à une des actions qui a été mentionnée dans la présentation très riche de M. Holman. C'est à propos de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de l'analyse des ODD. Alors, la question que je pose, c'est que est-ce qu'effectivement, les actions qui ont été menées à ce niveau concernaient beaucoup plus l'identification des indicateurs proxy pour le suivi des ODD, donc l'utilisation de l'intelligence artificielle pour cet objectif, ou bien est-ce qu'il visait à peu près l'utilisation dans le cadre de l'analyse globale. Voilà, donc cette question est aussi importante parce que, comme vous savez, pour les pays africains, il y a un grand nombre d'indicateurs qui ne sont pas disponibles pour le suivi des ODD. Et donc, l'utilisation des données alternatives ou bien du processus de l'intelligence artificielle serait d'une grande utilité dans ce sens. Donc, je voudrais savoir un peu, est-ce que c'est pour l'estimation des indicateurs proxy, donc atténuer un peu le gap en termes de disponibilité de données approximativement, ou bien est-ce que pour l'analyse... Madame Al-Mansouri, on a un problème de connexion, votre voix est en train de se robotiser. Donc, j'ai posé un peu la question sur un peu les travaux ou les actions qui ont été menées au sujet de l'utilisation des données alternatives et du processus d'intelligence artificielle. Sur quel objet a été? Est-ce que c'est pour l'atténuation des gaps en termes d'indicateurs proxy des ODD, ou bien c'était pour améliorer le processus d'analyse dans les rapports volontaires qui ont été menés par les pays africains dans le cadre de l'analyse ou de dresser la situation des ODD.
Voilà. Ou bien s'agit-il justement des processus de formation et c'est par la suite que cela va se développer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame El-Mansouri, qui est un délégué du Maroc qui s'est connecté. Il y a d'autres délégués qui souhaitent intervenir sur... Donc nous passons directement la parole à M. Ullmann pour apporter des éclaircissements par rapport aux deux interventions. Merci. Merci, Monsieur le Président, et merci aux honorables délégués pour les remarques pertinentes. Je vais commencer par la dernière de Mme Mansouri du Maroc sur le centre d'intelligence artificielle. Effectivement, il porte plus sur l'analyse globale et avec des processus de formation visant une appropriation et permettant une contextualisation de l'outil de l'intelligence artificielle par rapport aux défis, aux enjeux de la mise en œuvre des ODD sur le continent. Mais ceci n'exclut pas l'application des applications précises, comme celle que vous avez soulignée, qui représente un véritable enjeu, parce que ça répond à un vrai gap sur la non-disponibilité de nombreuses données qui permettent d'avoir des politiques documentées. Et effectivement, la production de proxy via des outils d'intelligence artificielle est une des solutions parmi les plus prometteuses par rapport à cette situation très particulière des pays africains, étant donné deux choses, deux contraintes. Une contrainte coût, c'est très coûteux de produire de la donnée, mais également une contrainte temps. C'est également, ça prend énormément de temps, et effectivement, comme on a pu le voir lors des premières présentations, aujourd'hui, on n'a pas non plus, on a cette contrainte de temps, on n'a pas beaucoup de temps par rapport à l'évolution très négative de la situation. Pour la première question, l'honorable délégué du Bénin, effectivement sur ce qui est fait par rapport à cette question des tourbières du bassin du Congo, mais qui est une question qui va au-delà du bassin du Congo, mais sur le bassin du Congo, de nombreuses choses sont faites. Depuis la dernière COP africaine, la COP 22, la commission climat pour le bassin du Congo a été lancée, qui regroupe 16 pays, et au sein de cette commission climat, il y a un fonds bleu pour le bassin du Congo qui vise à accompagner des projets qui existent. Il y a de nombreux projets, si je ne me trompe pas, autour de entre 254, un peu moins de 260 projets qui existent, mais qui nécessitent des financements et un accompagnement. Et justement, le Fonds bleu vise à accompagner ces projets-là. Et l'année dernière, lors de la COP 26, la présidente du Forum régional africain sur le développement durable, son Excellence Madame la ministre de l'Environnement et du bassin du Congo, de la République du Congo, a porté haut et fort ce message au niveau de la COP26, où là également un mécanisme d'accompagnement a été mis en place, et on s'attend à une accélération du soutien. Maintenant, ce que la CEA fait pour soutenir cet effort qui vise à opérationnaliser le Fonds bleu du bassin du Congo, c'est d'accompagner la commission climat dans la mise en place d'un marché du carbone régional au niveau du bassin du Congo, notamment par une standardisation des protocoles existants, ou le développement de protocoles, mais de manière standardisée au niveau régional, et construire une intégrité des marchés, intégrité au sens de l'article 6.2 de l'accord de Paris.
de la COP 21. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, lorsqu'un pays africain veut vendre sur les marchés internationaux du carbone, il le vend à peu près à 3 $ la tonne. Au niveau d'un marché organisé, comme c'est le cas dans les pays de l'Union européenne, on est en moyenne entre 67 à 70 $ la tonne. Donc vous voyez le potentiel qui existe. Il ne s'agit pas de passer à 70 $ en l'espace d'une année, mais ne serait-ce que par la mise en place de marchés cohérents avec des protocoles standardisés, ça contribuera à construire de la confiance et du coup à accélérer le processus d'investissement, sachant qu'également il y a vraiment au niveau global une prise de conscience réelle de ce que représente ce risque potentiel des tourbières sur le marché du Congo et la nécessité d'avoir des mécanismes pour y répondre et pour avoir des activités écosystémiques qui vont protéger ces tourbières. Mais au-delà des pays du bassin du Congo, cela nous permet aussi au niveau de la CEA de développer des outils qui vont permettre aux autres pays africains de également tirer profit de cette standardisation de protocoles avec à terme des processus de certification, mais des processus de certification qui soient endogènes, c'est-à-dire basés sur notre spécificité et faits par des institutions africaine. Donc l'objectif ultime, effectivement, est d'avoir l'ensemble des décisions de ces marchés carbone continentaux, ou en tout cas qui se passent sur le continent, qui soient domestiqués et faits au niveau du continent par des institutions du continent. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Holman, pour vos explications. Honorable délégué, je pense qu'on est arrivé au terme des points qui sont inscrits à l'ordre du jour pour cette présente séance. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour les interventions ainsi que les contributions que vous avez eu à formuler tout au long de cette journée qui a été marquée par 5 présentations, dont la première nous a fait le panorama un peu du développement économique et social de notre continent face à un environnement international en pleine mutation. On vient de se relever d'une crise, les économies ont commencé à redémarrer et la crise où la guerre en Ukraine a freiné net l'économie mondiale ainsi que l'économie africaine. Cela s'est transparaît à travers, probablement, en tout cas, la Commission économique pour l'Afrique prévoit de revoir à la baisse les estimations du taux de croissance qui sont prévues pour 2022. Le choc de ce conflit est estimé de l'ordre de 0,4% de notre en termes de points de croissance. Probablement les 4% de taux de croissance qui étaient prévus risqueraient d'être revus à 3,6% au titre de 2022. Ces conflits-là se matérialisent par des besoins accrus en termes de financement, mais également les populations africaines sont plus confrontées à des problèmes d'inflation puisque nous dépendons fortement de certaines, en tout cas des denrées de certains produits, de matières premières, notamment le blé pour les produits alimentaires, le pétrole qui pourrait éventuellement poser des problèmes pour les pays qui sont des importateurs nets. Face à cette situation et aux besoins supplémentaires, on l'a estimé de l'ordre de 170 milliards de dollars qu'il faudrait peut-être chercher pour financer le développement. Des financements alternatifs et innovants ont été proposés dans la 3e présentation par Mme Morsi, que je résumerai peut-être en 2 tempos. Celle qui devrait revenir à la communauté internationale, en plus
de ce qui a été déjà fait sur les initiatives d'annulation des intérêts, du service de la dette, pardon, des DTS, avec le plaidoyer qui s'est collé pour une réallocation de ces DTS. Il y a un certain nombre de mesures qui sont plutôt internes, qui seraient en faveur d'une mobilisation des ressources domestiques à travers l'élargissement certainement de l'assiette fiscale, mais une révision en tout cas totale des dépenses fiscales qui certes pourrait dans une certaine mesure accompagner l'investissement, mais qui coûte quand même en termes de recettes au SNE. Il y a la question des flux illicites qui également qui a été agitée. Avant cela, il y a eu la question de l'intégration régionale faite par M. Karingui qui a montré en tout cas l'avantage extrêmement important qu'on devrait tirer de la ZLECAf, mais également il a déploré un peu le niveau relativement très faible des échanges intercontinentaux qui seraient autour de 11% et loin des 25% qui sont visés. Là, M. Mastaki a fait le compte rendu, disons en tout cas, des 5 bureaux sous-régionaux. Et là aussi, il a mis en exergue, en tout cas de façon très spécifique, chaque recommandation pour chaque zone, chaque sous-région ça a également l'avantage de prendre en compte un peu la spécificité de chaque sous-région. Et on vient de terminer cette journée-là avec le compte rendu du Forum régional sur le développement durable que vient de présenter M. Ullmann et a répondu à la question qui a été posée au niveau du bassin du Congo, mais également sur l'intelligence artificielle. Voilà. On est arrivé au terme de cette journée très chargée. Je voudrais réitérer en tout cas nos remerciements pour les contributions, en tout cas vous assurer que les observations et les propositions qui ont été formulées ont été consignées par le secrétariat. Et je voudrais vous rappeler que demain on doit reprendre nos travaux à 9h et on aura une journée également très chargée pour demain. J'en profite également pour remercier les interprètes qui déploient d'énormes efforts pour permettre à tous les participants de pouvoir bien noter et bien participer à nos travaux, ainsi qu'à l'équipe, le secrétariat, mais également l'équipe technique chargée de la logistique pour les questions de matériel, etc. etc. Comme je l'ai dit, il était prévu une réception qui est décalée pour demain soir. À la place, il y a une pause café. Yuki m'a donné l'information. Une pause café au niveau du rez-de-chaussée qui est prévue à cet effet pour permettre un peu de prendre du café ou de la boisson pour permettre d'entamer la soirée en toute quiétude. Je vous souhaite bon repos et à demain à 9h. Voilà, Yuki a des informations à passer. Merci, Monsieur le Président. Une petite annonce rapide pour les participants, honorables délégués. Donc, le café et le thé est servi en bas. Et lorsque vous auriez terminé votre petit café, une navette est prête pour vous accompagner aux hôtels sélectionnés. C'est à partir de l'entrée de la salle. Et pour demain matin, comme aujourd'hui, il y aurait un service de navette à partir de 8 hôtels sélectionnés par le secrétariat. Je cite le nom de l'hôtel pour information. Radisson Bleu Sea Plaza, Pullman Dakar Teranga. Le 3e, c'est Novotel Plateau. 4e, c'est Colonia. 5e, c'est Yas, Hôtel Yas. Le 6e, hôtel Fleur de Lys Almadi. 7e, c'est hôtel Fleur de Lys Plateau. 8e,
c'est l'adresse Dakar. Et demain matin, une navette, ça va partir de chacun de ces hôtels à 7h30. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée.